de commencer avec la précision d'une horloge quantique, puisqu'il est 20h30 pile, à ma montre. Il n'y a rien de quantique par ailleurs. Mais merci à tous d'être là, bonsoir. Bonsoir pour cette troisième séance autour de la physique, autour du livre de mon ami Yann Mambrini. C'est le thème de ce séminaire pour ce premier semestre. Dernière nouvelle du cosmos autour de la physique, de l'astrophysique et de la cosmologie. Dans la première séance, j'avais donné un aperçu des deux premières parties du livre de Yann Mambrini, La Nouvelle Physique. J'avais parlé de la question de la matière, donc de l'atome. J'avais parlé de la question de la masse manquante de l'univers, la fameuse matière noire. En octobre, Yann, vous vous en souvenez, pour ceux qui étaient là, il y a un mois, est venu nous faire une brillante conférence où il nous a proposé un voyage dans le cosmos, et puis bon, une discussion, un dialogue avec vous très approfondi et très intéressant. Il reviendra en décembre, je vous le dirai à la fin, de nouveau pour une nouvelle rencontre, un nouveau dialogue, et je l'en remercie. Et moi, je vais continuer l'exploration de son livre ce soir, et donc je vais vous parler des parties 2, 3, 4 et 5 de son livre. Donc son livre compte 5 parties. Donc ce soir, on va aborder 3 thèmes principaux: la question du Big Bang, la question donc, de l'origine de l'univers, la question de l'antimatière, et qui est une question importante en physique, et puis enfin la question de la gravité quantique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça a l'air un petit peu compliqué, mais rassurez-vous, je ne suis pas physicien, comme vous, enfin comme la plupart d'entre vous, peut-être comme la totalité d'entre vous. D'ailleurs, j'ai essayé de comprendre. Je vous rappelle que moi, je suis un simple philosophe, en fait, je suis un littéraire, je ne suis pas du tout physicien. Donc, et malheureusement, j'aimerais bien être plus scientifique, mais voilà, en fait, je suis un peu comme vous, quoi. Je ne sais pas s'il y a peut-être des scientifiques dans la salle, mais j'essaie d'être un honnête homme qui essaie de comprendre un petit peu tous ces mystères, toutes ces questions qui me passionnent et qui sont fondamentales. Et d'essayer de vous les expliquer le plus clairement possible, étant donné que si pour moi c'est clair, voilà, j'espère que pour vous ça le sera aussi. Alors, sans plus attendre, on va repartir de la partie 3 du livre de Yann, comprendre l'origine, sur la question du Big Bang. Alors, tout commence en 1915. En 1915, Einstein publie sa théorie de la relativité générale, qui décrit la gravitation non plus comme une force qui s'exerce à distance, comme c'était le cas chez Newton, mais comme une courbure de l'espace-temps qui est produite par la matière et l'énergie. Bon, c'est ça l'idée de la relativité générale. Restreindre, c'est autre chose. Très vite, Einstein va chercher à appliquer ces équations à l'univers dans son ensemble. Donc, essayer d'appliquer la relativité générale à la cosmologie. Et il va élaborer donc une cosmologie relativiste. Mais il va se heurter à un problème, qui est que ces équations montrent que l'univers ne peut pas être statique, en fait. L'univers doit s'étendre, soit l'univers doit s'étendre, soit il doit se contracter. Or, à l'époque, on est en 1917, là, 2 ans après la théorie de la relativité générale, la croyance dominante, même chez les scientifiques, c'est que l'univers est éternel et immobile. L'univers n'a pas de début dans le temps, et en fait, personne ne remet en question cette idée. Et donc, Einstein, qui bizarrement est assez conservateur sur ce point, enfin n'est pas très innovant, même pour un génie, d'ailleurs c'est un point très intéressant, même le plus grand génie scientifique du XXe siècle, ici c'est en fait rangé au préjugé le plus commun, en fait, et ne l'a absolument pas remis en question. Et donc Einstein se rallie au préjugé commun, et donc il va modifier ses équations pour introduire cette fameuse constante cosmologique, lambda en grec, alors qui est une espèce de force répulsive qui est censée équilibrer la gravitation et maintenir un univers stationnaire, c'est-à-dire un univers qui ne bouge pas. Et il dira plus tard que ce fut la plus grande erreur de sa vie. Mais bon, sur le moment, en fait, c'est juste un geste conservateur, un geste de quelqu'un qui ne se remet pas en cause ou en question. Et c'est là où entre en scène un deuxième personnage très important dans l'histoire de la genèse du Big Bang, qui est le mathématicien russe Alexander Friedman.
parce que Friedman va reprendre les équations d'Einstein sans imposer la constance de l'univers. C'est-à-dire il va mettre la constante lambda de côté, et il va montrer mathématiquement, entre 1922 et 1924, que les solutions naturelles des équations de la relativité générale décrivent un univers qui est soit en expansion, soit en contraction, et dont la géométrie dépend de la densité de matière et de la valeur de lambda. Donc, donc en fait, il n'a pas mis de côté lambda, il a essayé de le réinterpréter, de l'intégrer différemment. Bon, donc Friedman fait cette proposition. La réaction d'Einstein est d'abord très négative. Il pense que Friedman a fait une erreur de calcul, tout simplement. Mais Friedman insiste, en fait. Il publie un correctif, et un an plus tard, Einstein va reconnaître publiquement que les calculs sont justes, tout en maintenant que ces modèles n'ont pas de réalité physique. Bon, c'est une façon assez commode de s'en sortir. Hein. Il dit ce sont des curiosités mathématiques, c'est intéressant. Hein. Bon, à l'époque, il n'y a aucune base observationnelle pour ça. Donc c'est une façon de se dédouaner sans se déjuger. Et là, après, il va arriver quelque chose d'anecdotique. C'est jamais anecdotique la mort d'un homme, mais en tout cas de contingent, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui est que Friedman va mourir prématurément à 36 ans en 1925, des suites d'une fièvre typhoïde qu'il a contractée en avion, et donc on va s'arrêter là. Il n'aura pas pu défendre plus avant ses idées face à Einstein. Et c'est là où il y a un deuxième personnage qui entre en scène, qui est l'abbé Georges Lemaître. Georges Lemaître, qui était un prêtre et un astrophysicien belge, qui va reprendre cette question indépendamment des équations de Friedman. Et contrairement à ce dernier, il va ajouter un élément observationnel, un élément d'observation crucial, qui est le suivant, qui est que les vitesses de récession des galaxies observées par l'astronome américain Vesto Slipher et les mesures de Hubble, qui sont encore incomplètes à l'époque, mais qui existent sur l'univers en expansion, Lemaître va reprendre ces deux points et il va en conclure que l'univers est en expansion réelle et pas simplement mathématique. Et il va proposer aussi que cette expansion va provenir d'un état initial extrêmement dense et chaud qu'il va nommer l'atome primitif. C'est lui qui invente cette expression en 1931. Et avec cette idée de l'atome primitif, hyper dense, hyper chaud, duquel tout l'univers va sortir, Lemaître va franchir une étape conceptuelle décisive pour la question du Big Bang. Si, c'est la phrase qui est en gras là, si l'univers est en expansion aujourd'hui, ça veut dire qu'il devait être plus dense et plus chaud dans le passé. C'est logique, d'accord ? Et donc, en extrapolant, en rembobinant le film jusqu'au début, on va arriver à un état initial, ce que Lemaître appelle l'atome primitif, où toute la matière et l'énergie étaient concentrées dans un unique point quantique, l'atome primitif. Et cet atome explose, c'est une métaphore qui n'est pas vraiment physique au sens strict, mais ça donne une idée, et ça va donner naissance à l'espace, au temps et à la matière. C'est ça l'idée du Big Bang. Et c'est vraiment Lemaître, plus encore que Friedman, même si Friedman a fourni les bases mathématiques, qui invente la cosmologie du Big Bang. Alors, mais vous savez que Lemaître n'invente pas le mot Big Bang. Est-ce que vous savez qui a inventé le mot Big Bang ? Justement, c'est un mot, c'est intéressant, c'est un mot qui a été forgé par dérision en fait, par l'astronome britannique Fred Hoyle, qui était lui un partisan de l'univers stationnaire. C'est lui qui a forgé cette expression de Big Bang, un peu comme le mot impressionnisme, peut-être vous le savez,
était à l'origine un mot inventé par un critique défavorable, hostile à l'impressionnisme. Donc, et comme le mot impressionnisme, le mot Big Bang a été fait par un adversaire du Big Bang. En fait, c'est toujours intéressant. Et pourtant, c'est le mot qui est resté. Bon, alors justement, voilà ce que dit Mambrini à ce sujet, page 167 de son livre La Nouvelle Physique. Dans les années 1950, l'astronome britannique Fred Hoyle, fervent partisan d'un univers stationnaire, se moque ainsi de cette image d'explosion en lui attribuant le sobriquet de Big Bang, gros boom. La question des origines est mise en sourdine pendant plusieurs décennies, et les cosmologies ont même du mal à faire reconnaître le sérieux scientifique de leur domaine. Il faudra attendre les années 1960 et les premières mesures du fond diffus cosmologique, cette lumière issue du Big Bang, pour que la cosmologie devienne science observationnelle à part entière. Donc ça, on va en reparler. Alors, suite de la série, c'est aussi passionnant qu'une série Netflix, Einstein contre Lemaître. Parce qu'il y a eu Einstein contre Friedman, et maintenant que Friedman est mort, c'est Einstein contre Lemaître. Que va faire Einstein de tout ça? Bon, quand Lemaître présente sa théorie à Einstein lors d'un congrès en 1927, la réaction est célèbre. C'est un peu la même réaction au fond qu'il a eu face à Friedman. Vos calculs sont corrects, mais votre physique est abominable. Einstein refuse encore l'idée d'un univers en expansion. Elle lui paraît trop instable et il n'aime pas aussi l'idée d'un commencement absolu qui évoque une création divine. Et oui, c'est problématique pour un esprit rationaliste, il ne faut pas oublier que Lemaître est un prêtre quand même. Hein. Bon. Voilà, s'il y a eu un commencement absolu, ça veut dire que l'univers n'a pas été éternel et qu'il a été, alors entre 1 milliard de guillemets, créé, enfin en tout cas qu'il n'a pas toujours été là, quoi. Donc effectivement, ça pose un problème. Et il est intéressant de voir, en passant, que, comme je le disais, même un génie scientifique de premier ordre, parce que Einstein passe pour le plus grand scientifique du XXe siècle, c'est le symbole même du génie scientifique qui révolutionne notre vision du monde, et ben, c'est intéressant de voir je le répète parce que c'est vraiment important à mon avis, qu'un génie scientifique de premier ordre comme Einstein peut avoir des préjugés, conservateurs et des croyances qui l'empêchent d'adopter des idées nouvelles, mais pourtant justes. Bon, et c'est pour ça qu'après il va reconnaître une erreur. Donc vous voyez, c'est intéressant aussi, parce qu'on voit que même les plus grands génies scientifiques peuvent faire des erreurs, en fait, des erreurs sur des choses fondamentales. Bon, en tout cas, pour le moment, on est en 1927, c'est une fin de non-recevoir. C'est très joli mathématiquement, mais vos calculs sont corrects, mais votre physique est abominable. Bon, 2 ans plus tard, 1929, il y a ce fameux Edwin Hubble, dont je parlais avant, il va publier sa loi observationnelle sur l'univers en expansion. Les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse proportionnelle à leur distance. C'est la preuve empirique d'un univers en expansion. Donc là, on a une preuve empirique observationnelle. On ne peut plus remettre en question l'idée que l'univers est en expansion, donc qui n'est pas stationnaire. Einstein va alors se rallier à ce modèle et il va abandonner à la fois son univers statique et sa constante cosmologique, lambda. Après la publication de la loi de Hubble, Einstein reconnaît que les faits imposent quand même une révision de sa vision du monde. Lors de sa visite au Mount Wilson Observatory en Californie en 1931, il fait aux journalistes cette déclaration célèbre, c'est une citation rapportée par le Los Angeles Times de l'époque. Il dit « Ce fut la plus grande erreur de ma vie ». J'ai cité ça tout à l'heure sans vous donner l'origine. Ce fut la plus grande erreur de ma vie, ce refus de la théorie du Big Bang. Bon, et Einstein a par la suite exprimé son admiration personnelle pour Lemaître, qui est devenu son maître, sans jeu de mots, pour le coup. Et lors d'une de ses conférences à Pasadena, toujours en Californie en 1933, Einstein se serait levé à la fin et aurait dit « C'est la description la plus belle et la plus satisfaisante de la création que j'ai jamais entendue. » Vous voyez ? Et c'est intéressant parce qu'en vrai, on a le mot de création. Alors après, il faudrait carrément faire une conférence entière sur la question de Einstein et Dieu, mais on a une citation de Einstein qui dit qu'il
pourrait croire, alors pas au Dieu de la Bible, mais il dit le Dieu de Spinoza. C'est-à-dire un Dieu philosophique, ordonnateur du monde, ordonnateur de l'ordre du monde. Einstein le dit dans une lettre, si je me souviens bien, ou dans un entretien. Donc il n'est pas hostile à une idée de divinité, mais non biblique, non personnelle, juste une espèce de grand ordonnateur de l'infinie précision des lois du monde. Je poursuis. Il y a une autre étape importante après ce premier temps Einstein, Friedman, Lemaître, avec une victoire par KO de Lemaître, puisque voilà, il a réussi à faire dire au plus grand génie scientifique du XXe siècle qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie, c'est quand même pas mal, bon. Il y a une autre étape, c'est la théorie de l'inflation. La théorie de l'inflation cosmique, elle a été proposée vers 1980 par un monsieur qui s'appelle Alan Guth. Et cette théorie, elle va renouveler profondément le modèle du Big Bang classique, qui au fond n'avait pas beaucoup évolué depuis les années 30. La théorie de l'inflation ne remplace pas le modèle du Big Bang, mais elle va le corriger, elle va, on peut dire, l'amender sur certains points, puisque la grande idée, l'idée est dans le mot, inflation. L'idée, c'est que au tout début de l'univers, il y a eu une phase d'expansion ultra rapide. En fait, l'idée de la théorie de l'inflation, donc si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'entre 10-36 et 10-32 secondes après le Big Bang, vous voyez, on a des échelles de temps infinitésimales, eh bien, l'univers aurait connu une inflation, ça veut dire que son volume aurait été multiplié par un facteur colossal, de l'ordre de 10 puissance 50 ou plus. Juste, vous voyez, en quelques de milliardièmes de secondes. À cause d'une énergie du vide ou d'un champ scalaire qui va provoquer une expansion exponentielle. Et cette phase initiale, en fait, elle va résoudre plusieurs problèmes du Big Bang standard. Parce que le Big Bang posait quand même des problèmes. Le premier problème, c'est le problème de l'homogénéité. C'est-à-dire, pourquoi l'univers est-il si uniforme partout, même à des milliards d'années-lumière? Et bien justement parce que l'inflation a étiré des régions qui étaient initialement en contact causal. Premier point. Le deuxième point que la théorie de l'inflation permet de résoudre, c'est le problème de la platitude. Pourquoi l'espace semble-t-il euclidien, plat? Et parce que justement, l'expansion exponentielle a aplati la courbure. Et enfin, il y a un troisième problème un peu plus technique, c'est ce qu'on appelle le problème des monopôles magnétiques, qui est prévu par certaines théories de grande unification. Alors, qu'est-ce qu'un monopôle? Pas un monopole, un monopole avec un accent circonflexe. Un monopôle, c'est une particule hypothétique qui posséderait un pôle magnétique unique, c'est-à-dire soit le nord, soit le sud, mais pas les deux. Bon, pour le moment, c'est juste quelque chose d'hypothétique, mais voilà, la théorie de l'inflation aurait dilué ces particules, enfin, permettrait d'expliquer ce point. L'inflation a aussi une autre conséquence qui est intéressante, c'est que les fluctuations quantiques, non, ça c'est la citation que je voulais vous donner après, c'est que les fluctuations quantiques du vide qui ont été amplifiées pendant l'inflation vont devenir des graines de galaxies et des grandes structures cosmiques. Donc, en gros, si vous voulez, des espèces de graines de l'ordre, je ne saurais même pas vous dire de milliardième, ça va devenir une galaxie. Et donc, cette théorie, elle est intéressante parce qu'elle va relier la physique quantique et la cosmologie. Et elle va donner une origine aussi aux inhomogénéités qui sont observées dans le fond diffus cosmologique. Ça, on en reparlera après, du fond diffus cosmologique qui est notamment des inhomogénéités de température. Bon. Et elle va aussi, cette théorie de l'inflation, introduire une nouvelle particule. C'est vrai qu'on n'en avait pas assez, on en manquait un petit peu, l'inflaton. L'inflaton,
c'est l'idée que dans la théorie de l'inflation, ces tout premiers instants de l'univers où il y a eu une énorme multiplication du volume, de l'ordre de 10 puissance 50, comme je disais, eh bien, dans cette théorie de l'inflation, elle suppose l'existence d'un champ quantique particulier qui est appelé le champ d'inflaton, dont la particule associée est l'inflaton. Ce serait cette particule qui, en occupant une forme d'énergie née du vide, très dense et quasi constante, provoquerait la phase d'expansion exponentielle de l'univers. Bon, c'est une particule hypothétique qui n'a jamais pu être observée, mais c'est ce fameux inflaton. Alors, voilà comment Yann Mambrini, qui peut-être, j'espère, est plus clair que moi, explique les choses. Il dit, au tout premier instant du Big Bang, l'univers était lui aussi plongé dans un bain d'inflaton. Et il a subi une pression négative si forte qu'il s'est agrandi à un rythme effréné, de manière exponentielle, de plus en plus rapidement. Tenez-vous bien, son volume a subi une expansion de 29 ordres de grandeur, 10 puissance 29, en 10 puissance moins 35 secondes. Vous vous rendez compte, c'est ahurissant. Et pour le régime, vous repasserez effectivement. Bon. Donc, ce qui se passe, c'est que quand le champ d'inflaton redescend vers un état d'énergie plus faible, eh bien, il va libérer son énergie sous forme de particules ordinaires et de rayonnement. C'est un processus qu'on appelle le réchauffement, reheating en anglais. Et donc, cela va donner naissance à la matière, au rayonnement et au Big Bang tel qu'on le connaît ensuite, à partir de moins 380 000 années, à partir de ce qu'on peut observer avec le FDC, Fond diffus cosmologique, j'en reparlerai après. Donc, comme je le disais, l'inflaton, c'est pas comme l'atome, c'est une particule au statut hypothétique dont le champ aurait déclenché et alimenté l'expansion fulgurante de l'univers pendant la phase d'inflation. Il n'a jamais été observé directement, mais il reste un concept clé pour relier la cosmologie à la physique des champs et à la mécanique quantique. Alors, j'en arrive au chapitre 11 du livre de Yann Mambrini. La question des premières minutes de l'univers. Justement, j'ai parlé de la théorie de l'inflation, ce qu'on appelle la théorie de la nucléosynthèse primordiale. Comment les atomes, là, tout ça, comment est-ce que c'est apparu? Alors, dans les années 1940, les physiciens américains, George Gamow, Ralph Alpher et un temps Robert Herman, vont développer puis après ils vont ajouter, pour des raisons d'humour, on va reparler de Hans Bethe, Alpher, Bethe et Gamow, donc alpha, bêta, gamma. Eh bien, ces physiciens, avec aussi Herman, vont développer une théorie cherchant à expliquer l'origine des éléments chimiques légers dans le cadre du modèle du Big Bang. Leur article fondateur, donc c'est celui de Alpher et Gamow, en 1948, qui est souvent appelé avec humour la théorie alpha, bêta, gamma, parce qu'ils avaient ajouté le nom de Hans Bethe pour le jeu de mots Alpher, Bethe, Gamow. Ouais, c'est l'humour des physiciens. Bon. Et alors, mais au-delà du jeu de mots, quelle est l'idée de cet article de 1948 ? L'idée de base, c'est qu'après l'instant initial du Big Bang, l'univers est extrêmement chaud. On est sur plusieurs milliards de Kelvin. C'est extrêmement dense. Il est rempli d'un plasma de particules élémentaires. Protons, neutrons, électrons, photons, etc. Tout ça, c'est pas encore formé. Et en se dilatant, l'univers refroidit rapidement. Et cette baisse de température rend possible, en fait, la formation des premiers noyaux atomiques. C'est cela que décrit la théorie d'Alpher et Gamow, et c'est pour ça qu'on appelle la théorie de la nucléosynthèse primordiale. Nucléosynthèse, ça veut dire la constitution des noyaux atomiques. Et comme vous savez, le noyau, ça contient 99,9% de la masse de l'atome. Autour, vous n'avez que du vide, des électrons qui se baladent dans le vide. Alors, si je reprends un petit peu les étapes clés de leur modèle, il y a trois moments pour la nucléosynthèse. Premier moment de 0 à 1 seconde après le Big Bang. Qu'est-ce qui se passe ?
À cette période-là, en fait, l'univers est dominé par les rayonnements. Les neutrons et les protons se forment en proportion à peu près stable via les réactions entre quarks. Je rappelle que les quarks, ce sont les sous-particules des neutrons et des protons, qui constituent les neutrons et les protons. Et le rapport neutron-proton s'établit autour de 1 neutron pour 6 protons lorsque la température baisse suffisamment. Ça, c'est le premier temps. Après, entre 1 et 3 minutes, la température va tomber en dessous de 10 degrés Kelvin. Et à ce moment-là, les neutrons commencent... de 10 puissance 9 Kelvin, excusez-moi, je suis mal réveillé. De 10 puissance 9 degrés Kelvin, je me dis, non, 10 degrés, c'est pas beaucoup quand même. Même je me le disais en le disant. À ce moment-là, les neutrons vont commencer à se lier avec le proton pour former du deutérium, 2H, c'est un isotope de l'hydrogène. Et puis après, des noyaux plus lourds, hélium 3, hélium 4 et un peu de lithium. Bon, ces réactions sont limitées, parce que l'expansion rapide de l'univers empêche la formation d'éléments plus lourds, à l'époque, si j'ose dire. Si tant est que ça puisse être une époque, comme une époque historique, parce que ça semble tellement loin. Bon, et troisième étape de la théorie de Alpher-Gamow sur la nucléosynthèse primordiale, après 3 à 5, là on est entre 3 à 5 minutes après le Big Bang, à ce moment-là, la température devient trop basse pour que les réactions nucléaires se poursuivent. Donc la nucléosynthèse primordiale s'arrête. Et à ce moment-là, on a environ 25% de la masse baryonique qui est sous forme d'hélium 4. Le reste est principalement de l'hydrogène avec des traces de deutérium, d'hélium 3 et de lithium 7. Bon, cette théorie, elle explique l'abondance observée des éléments légers dans l'univers. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments légers dans l'univers, parce que au tout début, il y en avait beaucoup. Et c'est vraiment une pierre angulaire du modèle du Big Bang. Elle est encore aujourd'hui confirmée par les observations astrophysiques, et elle prédit aussi qu'il doit rester un rayonnement fossile qui est le vestige de cette base chaude de l'origine. C'est ce que Gamow et ses collaborateurs appellent une lueur du Big Bang, justement. Enfin, c'est le fond diffus cosmologique, je vais en parler après. Donc, ils n'ont pas encore trouvé, mais ils sentent qu'il y a quelque chose à chercher de ce côté-là. Une lueur du Big Bang, et donc ce rayonnement sera découvert en 1965, je vais y revenir, par Penzias et Wilson. Ce sera le fond diffus cosmologique qui va confirmer définitivement la théorie du Big Bang, oui. Oui, allez-y. Je pense que je vais partir prendre l'air. Ah oui, allez-y. Allez-y, je vous en prie, il n'y a pas de problème. Oui. Question. Comment on a déterminé qu'il y avait ces matériaux-là à cette époque-là? Comment on a déterminé que entre 3 et 5 minutes, c'était... Exemple, même avant, c'est encore plus ça. Oui, oui, mais écoutez, moi alors, encore une fois, je ne suis pas physicien, hein. Peut-être que si Yann était là, il saurait mieux répondre à la question que moi. Je pense que derrière tout ça, il y a beaucoup de calculs. Hein. Là, vous ne pouvez pas observer le Big Bang, même si c'est le fantasme de tous scientifiques, le Big Bang à l'instant T. Donc, oui. Comme le fond diffus cosmologique, ça c'est 200 000 ans ou 280 000 ans après le Big Bang, par exemple. 380 000 ans, ouais. Je vais là, je comprends, mais c'est revenir après. Ça, c'est un peu un mur, on va voir ce qu'il y a. Oui, c'est le mur de Planck. C'est pour ça que je me dis, à 3 minutes, comment on fait Oui, non, mais c'est vrai que l'idée de classifier 0, 1 seconde après le Big Bang, après 1 et 3 minutes, après 3 et 5 minutes, je crois que, bon, encore une fois, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais c'est un modèle théorique qui permet d'expliquer notamment la présence de beaucoup d'éléments légers dans la matière qui est présente dans l'univers. Alors justement, le fond diffus cosmologique, alors j'y viens, ça c'est vachement important quand même. Bon, l'observation du fond diffus cosmologique. Alors, il y a eu plusieurs missions de satellites qui ont été envoyées. Il y a eu COB 1989-1993, il y a eu WMAP 2001-2010, et après, en 2009, l'Agence spatiale européenne va lancer Planck, satellite référence au célèbre physicien fondateur de la physique quantique, pour mesurer ce rayonnement justement du fond diffus cosmologique avec une précision inégalée. Le satellite Planck est lancé le 14 mai 2009 depuis Kourou en Guyane française, et Planck va observer le ciel depuis le point de Lagrange
L2. Alors je sais qu'on m'avait dit que j'avais fait une bêtise sur le plan de Lagrange en septembre, donc là j'espère que je ne me suis pas planté, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et son objectif est de cartographier les infimes variations de température de l'ordre de 10 puissance moins 5 Kelvin du fond diffus, afin de mieux comprendre la géométrie de l'univers, son âge, sa composition, c'est-à-dire matière ordinaire, matière noire ou énergie sombre, et les conditions initiales juste après le Big Bang. Et en 2013, c'est une date récente, mais mine de rien très importante dans l'histoire de la cosmologie, il y a une première carte complète du ciel qui est publiée. Planck est désactivé en octobre après plus de 4 ans d'observation. En 2015 et en 2018, on va passer à des versions finales et affinées de cette carte. Et ce sont ces données qui nous permettent de dire que l'univers est âgé de 13,8 milliards d'années. Et ces données vont confirmer le modèle du Big Bang avec inflation dont j'ai parlé avant. Planck nous donne la composition de l'univers telle que nous la connaissons aujourd'hui et telle que je le rappelais dans la première séance, donc vous la connaissez. 68% d'énergie noire, je reparlerai de l'énergie noire qu'on appelle aussi parfois énergie sombre, 27% de matière noire et 5% de matière dite ordinaire ou baryonique. Et cette carte du ciel a pu produire des avancées vraiment fondamentales en cosmologie. Alors voilà ce que dit Yann Mambrini à ce sujet. Il dit « La précision de la mesure permet en effet de distinguer d'infimes différences de température entre les points les plus chauds, contenant les photons les plus énergétiques, et les points les plus froids, de l'ordre de 0,0001 degré. Je ne sais pas pourquoi il y a un espace entre avant le dernier zéro, là. C'est une faute de frappe. Cette disparité, aussi minime soit-elle, est pourtant suffisante pour expliquer l'existence des galaxies, des étoiles, des planètes et donc de la vie. C'est fascinant ça quand même. En effet, la force gravitationnelle est une force attractive dont les effets ont tendance à s'intensifier avec le temps. Tout comme une boule de neige dévalant une pente enneigée grossit en accumulant de plus en plus de poudreuse, les nuages de gaz présents dans l'univers tendent à être attirés vers les endroits où du gaz est déjà présent en plus grande quantité. La force de gravité qui y règne étant plus intense. Dit autrement, si notre univers avait été totalement homogène avec une température identique en tout point de l'espace, jamais une zone un peu plus dense n'aurait attiré vers elle un volume de gaz à partir duquel se seraient formées les premières galaxies. A l'inverse, un univers primordial avec de trop grandes différences de température aurait vu les premières galaxies se former trop tôt et le ciel serait fort différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Sans doute d'ailleurs, nous ne serions pas là pour en parler. Plus précisément, dès les années 1980, les physiciens théoriciens ont calculé que pour obtenir une distribution de galaxies comme on les observe actuellement, il faudrait une différence de température de 0,0001 degré entre les points les plus chauds et les points les plus froids à l'époque du découplage. Une incroyable coïncidence, n'est-ce pas? Vous voyez, donc il y a une coïncidence entre la théorie et la découverte. Et voilà, alors je vais vous montrer cette fameuse photo, voilà, qui est cette fameuse photo de Planck sur voilà, le fameux l'univers tel qu'il était il y a 380 000 ans. Vous voyez, pour un astrophysicien, ça c'est une image, c'est une image fascinante, quoi. Vous voyez une espèce de ballon de rugby avec du bleu, je vais commenter un petit peu après, mais c'est ça c'est le plus... On ne peut pas remonter pour l'instant plus haut que ça, quoi. C'est un petit peu comme une espèce d'échographie de l'univers. Si je voulais prendre une image, c'est l'univers PB, quoi. L'univers âgé de 380 000 ans, alors que maintenant il a 13,8 milliards d'années. Et grâce à cette fameuse photo, les chercheurs ont pu calculer le rapport du nombre de photons et du nombre de protons présents 380 000 ans après le Big Bang. C'était justement un proton pour 2 milliards de photons. Et ils ont aussi pu calculer la présence de la matière noire et de l'énergie noire, donc le portrait de l'univers était complet. Alors un mot sur cette photo, qui est donc l'image la plus ancienne du cosmos que nous ayons à l'heure actuelle. Il s'agit de la première lumière de l'univers, émise environ donc 380 000 ans après le Big Bang,
Avant ce moment, l'univers était une espèce de soupe opaque de particules. Il y avait des protons, des électrons, des photons. Et l'idée, c'est que la lumière ne pouvait pas se propager librement. Quand l'univers s'est refroidi suffisamment, les protons et les électrons se sont combinés pour former des atomes d'hydrogène, je le disais avant. Et donc, à partir de là, quand les atomes d'hydrogène ont été formés, eh bien, la lumière a pu circuler librement dans toutes les directions. Et justement, c'est pour ça qu'on peut voir cette lumière, parce qu'avant, juste, elle ne pouvait pas passer, en fait. Et c'est cette lumière qu'on voit aujourd'hui sur cette espèce de ballon de rugby qui a voyagé jusqu'à nous pendant 13,8 milliards d'années. C'est fascinant, quand même, vous voyez. Alors, je vous la remontre pour la peine, parce que j'ai envie de la revoir. Alors, vous voyez, il y a des zones bleues, il y a des zones... et il y a des zones rouges et oranges. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Le bleu représente des zones qui sont un peu plus froides ou un peu plus denses, alors que le rouge-orange, donc quand c'est rouge, c'est que c'est un peu plus chaud, hein, que quand c'est orange, le rouge-orange indique des zones un peu plus chaudes ou un peu moins denses. Les différences de température sont minuscules. Il y a seulement une variation de 100 millième autour d'une température moyenne de 2,7 Kelvin, donc soit moins 270 degrés Celsius. Ces petites fluctuations, elles sont en réalité les germes en fait, de toutes les structures que l'on voit aujourd'hui. C'est ça qui est fascinant. Les galaxies, les amas de galaxies, et donc finalement tout l'univers à grande échelle. Et en étudiant ces fluctuations, les astrophysiciens et les cosmologues peuvent remonter à la composition, la forme et l'histoire de l'univers. Vous voyez, finalement, toute l'histoire de l'univers est contenue dans ce ballon de rugby, dans cette photo de Planck. Alors, justement, comment lire le fond diffus? La découverte du fond diffus cosmologique, FDC, hein, qu'on appelle aussi rayonnement cosmologique de fond, Cosmic Microwave Background, CMB en anglais. Cette découverte, c'est l'un des événements les plus décisifs de la cosmologie moderne. Après le Big Bang, je l'ai dit, l'univers était extrêmement chaud et dense. Pendant environ 380 000 ans, il était rempli d'un plasma opaque, et un mélange de photons, des particules de lumière, d'électrons et de protons, mais sans atomes stables. Dans cet état, les photons étaient constamment diffusés par les électrons. Ça veut dire que la lumière ne pouvait pas voyager librement, c'est ce que je disais avant. Donc les photons, la lumière, rencontraient sans cesse des électrons libres dans le plasma primordial, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas se diffuser. Et à chaque rencontre, ils s'étaient déviés, absorbés, puis remis dans une autre direction, si vous voulez. Pour vous donner une image, c'est une espèce de grand flipper cosmique, un petit peu, il faut imaginer une espèce de balle de flipper, vous voyez, qui est projetée dans tous les sens et qui ne peut jamais se développer, voyager librement. Et donc là, ça veut dire que la lumière ne pouvait jamais parcourir une longue distance en ligne droite. Et c'est un peu ce qui se passe dans un brouillard terrestre, hein, ça vous est tous arrivé, c'est que la lumière des phares, elle va être diffusée par les gouttelettes d'eau, si vous êtes dans une voiture, et donc on ne voit rien au loin, justement. Ben là, c'est un peu le principe. Bon, et à mesure que l'univers s'est dilaté et refroidi, ben la température a chuté jusqu'à environ 3000 Kelvin. Les électrons et les protons se sont recombinés pour former les premiers atomes d'hydrogène, et à ce moment-là, la lumière a pu se découpler de la matière et voyager librement dans toutes les directions. Alors oui, ça c'est fondamental parce que c'est le moment dans l'histoire de l'univers où la lumière se découple de la matière. C'est vraiment fondamental. Hein. Et ça veut dire que la lumière n'a pas toujours été découplée de la matière. Hein. Dans un état très avancé, reculé plutôt d'ailleurs, du Big Bang, bah, matière et lumière sont confondues. Donc c'est cette lumière primordiale que nous détectons aujourd'hui, c'est ce fameux fond diffus cosmologique, ce vestige lumineux du Big Bang. Alors, cette découverte très importante, fondamentale, a été le fait de deux ingénieurs américains des laboratoires Bell. Et c'était une découverte qui s'est faite par hasard, en fait. Arno Penzias et Robert Wilson, juste, ils testaient une grande
antenne radio à Holmdel, dans le New Jersey, et ils cherchaient à éliminer en fait un bruit de parasite qui était constant dans leurs mesures micro-ondes, donc ils ne comprenaient pas, il y avait toujours ce bruit qui persistait. Et en fait, quelle que soit la direction de l'antenne, le bruit persistait, même après avoir chassé les pigeons qui nichaient dans le pavillon. Bon. Et ce qu'ils captaient sans le savoir, c'était le fond cosmique micro-ondes, c'est-à-dire un rayonnement homogène et isotrope qui venait de toutes les directions du ciel. Et donc en fait, c'est marrant, c'est que ces types, sans faire exprès, ont fait, juste pour tester une antenne radio, c'est fou quand même, ils ont fait la découverte du siècle, effectivement, c'est quand même très très étonnant. Mais ils n'étaient pas les seuls sur le coup. Justement, il y avait un autre, un vrai physicien, parce que c'est de simples ingénieurs, Robert Dick, qui était un physicien à Princeton, et en parallèle, lui et son équipe, dont Jim Peebles, ils cherchaient ce signal, justement, qui avait été prédit par la théorie du Big Bang. Et quand Penzias et Wilson ont publié leurs mesures, Dick aurait dit à ses collègues « Well, boys, we've been scooped ». Et bon, les gars, on s'est fait couper l'arbre sous le pied pour le dire, on s'est fait niquer, en fait. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez, le pragmatisme américain, bon. Mais bon, en fait, les deux équipes ont publié simultanément dans The Astrophysical Journal leur article. Voilà, donc il n'y a pas eu de guerre, parce que comme je me souviens plus si Yann l'avait dit le mois dernier, mais entre les physiciens, enfin entre les scientifiques en général, il y a souvent la guerre de qui va publier le premier une fois qu'ils ont fait une découverte. Alors bon, là ils se sont mis d'accord, chacun l'avait trouvé de son côté, donc ils ont fait une publication commune. Dick a quand même reconnu que c'était Penzias et Wilson qui l'avaient découvert de leur côté le premier, donc ce sont eux qui ont reçu le prix Nobel en 1978 pour ça. Donc, qu'est-ce que c'est que ce fond diffus cosmologique si on veut le définir précisément? Alors, c'est un rayonnement électromagnétique de type micro-ondes, comme nos fours à micro-ondes, avec une température moyenne actuelle d'environ 2,725 Kelvin. Il est isotrope, oui ça c'est un mot que j'ai utilisé sans le définir tout à l'heure. Isotrope, ça veut dire qu'il est de même intensité dans toutes les directions à une précision de 1/100 millième. Donc il est isotrope à une précision de 1/100 000, mais il y a de minuscules anisotropies, c'est-à-dire des variations de température qui ont été découvertes plus tard. Et ces fluctuations, justement, elles correspondent aux germes des futures structures, galaxies, amas de galaxies. Après la découverte de Penzias et Wilson, il y a plusieurs missions spatiales qui ont permis d'étudier le fond diffus cosmologique avec une précision de plus en plus fine. En 1989, il y a eu le satellite COBE, Cosmic Background Explorer de la NASA, qui a confirmé que ce rayonnement avait le spectre d'un corps noir parfait, et il a révélé pour la première fois justement ces minuscules anisotropies dont je parlais, qui sont à l'origine de la formation des galaxies. 2001, il y a eu la mission WMAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, également de la NASA. Et cette mission a dressé une carte complète et beaucoup plus détaillée du ciel qui permet de déterminer avec une grande précision les paramètres cosmologiques fondamentaux, l'âge de l'univers, j'ai dit 13,8 milliards, la densité de matière, la géométrie globale. Et enfin, en 2009, le satellite Planck de l'Agence spatiale européenne, cette fois-ci c'est nous Européens qui tirons enfin notre épingle du jeu, eh bien, a fourni la carte la plus précise à ce jour du rayonnement fossile, qui mesure sa température moyenne à 2. Alors je vais faire une décimale plus précis que tout à l'heure, 2,7255 Kelvin, et qui affine encore notre compréhension du contenu et de l'évolution de l'univers. En fait, ce qu'il y a à retenir, c'est que le FDC, fond diffus cosmologique, c'est une preuve observationnelle majeure du modèle du Big Bang. Je n'ai pas quitté le Big Bang, c'est toujours mon thème. Parce qu'il nous renseigne sur l'âge de l'univers, 13,8 milliards d'années. Il nous renseigne sur sa composition, matière ordinaire, matière noire, énergie noire. Il nous renseigne sur sa géométrie, l'univers est presque plat. Il nous renseigne aussi sur l'origine des grandes structures cosmiques, galaxies, amas de galaxies. En un mot, on peut dire que c'est la photo la plus ancienne
de l'univers. C'est une sorte d'échographie cosmique de notre cosmos bébé, âgé seulement de 380 000 ans. 380 000 ans, ça vous semble énorme, mais à l'échelle de l'univers, c'est un tout petit bébé, c'est un nouveau-né, d'accord ? Je cite Yann Mambrini, page 194 de son livre, il dit « Mais comment repérer qu'une onde gravitationnelle est passée à travers ce mur de lumière qui est le fond diffus cosmologique 380 000 ans après le Big Bang ?» Il suffit pour cela de chausser des lunettes 3D puisque la gravité a tendance à polariser la lumière au cours de sa propagation. Si nous réussissons par ce biais à repérer le passage des ondes gravitationnelles primordiales au travers du fond diffus, alors nous aurons obtenu l'une des meilleures preuves du modèle du Big Bang et nous aurons enfin accès à la fête qui se déroule de l'autre côté des miroirs. Donc ça, je reparlerai après des ondes gravitationnelles. En récupérant la signature des vagues que l'explosion primordiale a engendrées dans la structure même de l'espace et du temps, il y a presque 14 milliards d'années, nous ouvrirons une fenêtre sur les tout premiers instants de la création. Donc ça, j'en reparlerai après. Alors, après, il y a la question, lire la courbe du fond diffus. Alors, Yann Mambrini dit, à chaque séminaire où vient parler un spécialiste du fond diffus cosmologique, juste après avoir montré la jolie photo colorée prise par le satellite Planck, que je vous ai montré, il présente souvent une figure exhibant d'étranges vagues. Vagues qui conduisent immanquablement l'orateur à conclure. Ainsi, l'univers est composé de 5% de matière visible, 28% de matière noire et 67% d'énergie noire. Au moins, si vous pouvez retenir ces trois chiffres-là, vous avez l'essentiel sur l'univers. La composition de l'univers tout entier, rien que ça. Voici la figure en question. Alors, je vais donner un schéma légèrement différent de celui du livre. Alors, en gros, vous avez un axe horizontal, donc qui est le multipôle, L. Ça correspond à la taille angulaire sur le ciel, c'est-à-dire plus L est grand, plus les détails sont petits. L'axe vertical, c'est la puissance angulaire, elle va mesurer l'amplitude moyenne des fluctuations de température à cette échelle. Et le premier grand pic, vers à peu près 200, correspond à la taille des plus grandes structures sonores dans le plasma primordial, donc il nous renseigne sur la géométrie de l'univers qui est plat. Et les pics suivants, par contre, ils vont refléter les oscillations acoustiques de la matière et du rayonnement avant la recombinaison. Leur forme permet de déterminer la densité de matière, la matière noire, et la courbure de l'espace. Chaque pic sur la courbe correspond donc à une oscillation acoustique dans le plasma primordial avant la recombinaison. Et ces oscillations sont des ondes de compression et de raréfaction de la matière et du rayonnement, un peu comme des vibrations figées au moment où la lumière s'est découpée de la matière. C'est ça que cette courbe essaye de saisir, c'est ce moment où la matière et la lumière se sont distinguées. La position du premier pic autour de L égale 200, non, ça je l'ai dit, il est plat, que la densité totale d'énergie est très proche de la densité critique, oui. On peut revenir finalement. C'est pas sur les barres d'incertitude, c'est pas sur les points. C'est-à-dire, ouais. Parce que les barres d'incertitude elles sont comme ça, mais on part pas sur les points, c'est bizarre. Oui. Alors attendez. Non, ça va passer par les points le plus possible. Oui, oui, oui. Et tracer les deux courbes des instituts après. Alors attendez, donc je reprends en position du premier pic. Donc j'ai dit géométrie globale de l'univers. Oui, donc. Alors. Attendez, je reviens à une diapo. Les pics suivants, donc plasma primordial, la vibration figée au moment où la lumière s'est découpée de la matière. Alors oui. L'expansion de l'univers s'accélère. Voilà, donc pour que l'univers soit tout plat et en expliquant l'expansion accélérée observée, il faut introduire une composante supplémentaire qui est l'énergie noire, qui représente environ 67% du total. Alors, je regarde l'or. L'expansion de l'univers s'accélère. Bon. Alors ça, donc j'en arrive au chapitre 13 du livre.
dans le chapitre 13 de son livre, Yann Mambrini évoque une autre découverte capitale de la cosmologie moderne. C'est sans doute la découverte la plus importante de ces 30 dernières années. Elle est liée à un nom, Adam Riess, et à une date en 1998. C'est l'expansion accélérée de l'univers. Oui, vous voyez, enfin, le titre du chapitre 13, c'est Eppur si extendit, en clin d'œil à Galilée, Eppur si muove, et pourtant elle se meut, c'est et pourtant il s'étend. Et pourtant il s'étend. Alors il a mélangé le latin et l'italien, bon, je n'ai pas très bien compris pourquoi. Alors, je reviens à ce Riess. Qui est ce Adam Riess? Donc, c'est un astrophysicien américain, né en 1969, lauréat du prix Nobel 2011. Il est membre de l'équipe du IZ Supernova Search Team. C'est un groupe international de chercheurs étudiant les supernovas et lointaines. Alors, question, qu'est-ce qu'une supernova? Peut-être vous avez entendu le mot. Alors, une supernova, donc l'objet de recherche de Riess, ça désigne en fait la mort explosive d'une étoile massive, alors de plus de 1,4 masse solaire, qui a épuisé son carburant, en gros, si on peut dire. Cette étoile, au moment où elle explose, elle peut atteindre la brillance de 100 millions de soleils, et l'enveloppe de l'étoile, elle est projetée vers l'extérieur, tandis que le cœur s'effondre pour former une étoile à neutrons dans le cas d'un cœur qui a entre 1,4 et 1,2 masses solaires, ou bien un trou noir dans le cas d'un cœur qui est supérieur à 2 masses solaires. On reparlera des trous noirs après. Il y a de nombreuses particules, protons, électrons, appelés rayons cosmiques, qui sont expulsés dans l'espace avec une très grande énergie lorsqu'une supernova explose. Et donc, cette question des supernovas, ça va nous permettre d'affiner notre compréhension du Big Bang et de l'expansion de l'univers, justement. Quel est le contexte de la découverte de Riess? Dans les années 90, les cosmologistes, je ne sais jamais d'ailleurs si on dit cosmologue ou cosmologiste, mais je crois qu'on peut dire les deux, les cosmologistes essayent de déterminer le destin de l'univers. En fait, il y a deux hypothèses qui dominent. Première hypothèse, l'expansion ralentit sous l'effet de la gravitation, donc finalement, l'univers pourrait finir par se contracter. Comme il y a eu un Big Bang, il y aurait un Big Crunch. Bon. Ou bien l'expansion continue indéfiniment, mais en ralentissant peu à peu, si la densité de matière est trop faible pour inverser le mouvement. Donc les deux scénarios. Et pour trancher entre ces scénarios, ce qu'on faisait, c'est qu'on mesurait le taux de ralentissement de l'expansion cosmique grâce aux supernovae dont je vais parler de type 1A, qui sont ce qu'on appelle des chandelles standards, c'est-à-dire qu'elles ont une luminosité intrinsèque qui est bien connue, ce qui permet de déduire leur distance et donc la vitesse d'expansion de l'univers à différentes époques. Voilà le contexte. Et donc, en 1998, il y a deux équipes concurrentes, le IZ Supernova Search Team avec Adam Riess et Brian Schmidt, et le Supernova Cosmology Project avec Saul Perlmutter, un autre physicien américain. Vous voyez, on dirait presque des équipes de super-héros, hein, bon, qui constatent indépendamment un résultat inattendu. Les supernovae lointaines sont moins lumineuses qu'attendues. Tiens, pourquoi? Ça veut dire qu'elles sont plus éloignées qu'on ne le pensait. Donc ça veut dire que l'expansion de l'univers ne ralentit pas, elle s'accélère. Et là, c'est une énorme découverte. Parce que cette observation a obligé les physiciens à réintroduire une idée que Einstein lui-même avait introduite puis rejetée. Vous vous en souvenez? La constante cosmologique lambda. Et oui, la revoilà. Comme la sous-préfète dans La Cité de la Peur des Nuls, pour ceux qui connaissent, la revoilà, la constante lambda. L'accélération de l'expansion implique l'existence d'une énergie répulsive inconnue, mais qui contrebalance la gravitation attractive de la matière. Et ça, cette énergie répulsive, on l'appelle désormais énergie noire ou énergie sombre, dark energy en anglais, et on sait maintenant qu'elle représente en fait la plus grande partie de l'univers, 67%. Grâce aux mesures ultérieures, notamment les satellites que j'ai évoqués avant, WMAP et Planck,
on a établi la répartition approximative de la composition de l'univers. Bon, j'ai déjà donné le chiffre, hein, 68% d'énergie noire, 27% de matière noire, 5% de matière ordinaire ou baryonique. Et l'observation de Rees et de ses collègues, c'est donc la preuve observationnelle de l'existence de l'énergie noire, qui est aujourd'hui un pilier du modèle cosmologique standard qu'on appelle lambda CDM, Lambda Cold Dark Matter. C'est le modèle cosmologique standard encore aujourd'hui. Alors c'est quoi ce modèle cosmologique? Lambda, c'est la constante cosmologique introduite par Einstein, qui correspond aujourd'hui à l'énergie noire, donc une forme d'énergie mystérieuse responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. CDM, ça veut dire Cold Dark Matter, donc matière noire froide. Nous on dit plus communément matière noire tout court, hein, matière sombre. La matière noire, c'est une forme de matière invisible qui n'émet pas de lumière, j'en avais parlé au mois de septembre, mais en fait dont la gravité va influencer la formation des galaxies et des grandes structures. Donc en gros, lambda CDM, c'est énergie noire plus matière noire froide. Et tout ça, ça vous fait quand même 95% de l'univers. Hein. Nous, notre matière, gaz, etc., atomes, ça, c'est que 5%. Les planètes, les machins, c'est que 5%, tout ça. Donc 95% de l'univers, c'est de la matière noire ou de l'énergie noire. En 1998, ces résultats sont publiés dans The Astronomical Journal et The Astrophysical Journal. Et donc, en 2011, Rees, Schmidt et Perlmutter reçoivent le prix Nobel de physique pour, je cite, la découverte de l'expansion accélérée de l'univers par les observations de supernovae lointaines. C'était la découverte la plus importante de ces 30 dernières années, peut-être avec le boson de Higgs. Hein. Mais bon, le boson de Higgs, c'est plus au niveau subatomique, mais en tout cas au niveau cosmologique, c'est vraiment cette découverte de l'expansion accélérée. Alors, dans ce tableau, il y a quand même un débat, une polémique, un problème, c'est la fameuse tension sur la constante de Hubble. Bon. Et à la fin du chapitre 13 de son livre, Yann Mambrini va aborder un des grands mystères de la cosmologie moderne, ce qu'on appelle la tension sur la constante de Hubble. Alors je voudrais en dire un mot parce que ça dérive directement de la grande découverte de Rees et de son équipe en 1998 que je viens d'évoquer. La constante de Hubble, donc notée H0, mesure le taux d'expansion de l'univers aujourd'hui. Bon. Autrement dit, elle dit à quelle vitesse les galaxies s'éloignent les unes des autres en ce moment même, au moment même où je vous parle. Alors l'idée c'est que si H0 égale 70 km/s MPC, cela signifie qu'une galaxie distante, donc MCC c'est 1 méga par seconde, donc autrement dit 3,26 millions mégaparsec, donc mégaparsec, donc 3,26 millions d'années-lumière, ouais, c'est quand même des grosses distances. Ça veut dire qu'une galaxie distante d'une mégaparsec s'éloigne de nous à 70 km/s à cause de l'expansion de l'espace. Voilà, c'est ça que ça veut dire en fait. Bon, mais cette fameuse constante, et c'est là où il y a un problème, c'est qu'il y a deux façons de la mesurer. Ce qu'on appelle, premièrement, la méthode locale, donc c'est celle de Rees et de son équipe. On mesure directement les distances et les vitesses d'éloignement des galaxies proches. Et pour obtenir les distances, on va utiliser une échelle de distance cosmique avec les céphéides. Les céphéides, ce sont des étoiles variables en éclat, en température et en grosseur qui nous permettent d'appréhender la façon dont les galaxies s'éloignent, les supernovas et les galaxies lointaines. Bon. Et ces observations se font avec le télescope Hubble et d'autres instruments. Bon, et le résultat, c'est que H0, donc, on est à peu près sur du 63 km/s mégaparsec, avec une incertitude d'environ 1. Donc c'est une mesure empirique, locale, bon, elle est basée sur la lumière des objets de notre univers proche. C'est une première façon de calculer la constante de Hubble. Après, vous avez une deuxième méthode qui est la méthode cosmologique. On vient d'en parler avant, c'est le satellite Planck et le fond diffus cosmologique.
Le satellite Planck de ESA, ça veut dire European Spatial Agency, hein, de l'Agence spatiale européenne, a mesuré entre 2009 et 2013, j'en parlais avant, avec une précision extrême, les anisotropies du fond diffus cosmologique, c'est-à-dire, je vous le rappelle, la lumière émise 380 000 ans après le Big Bang. À partir de ces fluctuations, on ajuste le modèle dont je vous ai parlé, lambda CDM, pour en déduire les paramètres cosmologiques, dont H0. Et le problème, c'est que H0, il n'y a pas la même mesure. On est sur du 67,4 km/s mégaparsec, avec une incertitude d'environ plus ou moins 0,5. Donc vous voyez que c'est pas la même qu'avant. Je vous remets le chiffre d'avant. Avant, on était sur du 73. Là, on est sur du 67,4. Bon. Et cette deuxième façon de calculer, c'est une notion indirecte, contrairement à la première qui est directe et qui est très ancienne, puisqu'elle dépend d'un modèle théorique de l'évolution de l'univers depuis le Big Bang. Bon. Cette différence, elle pose problème. Elle pose problème parce que les deux mesures sont très précises, mais comme elles ne sont pas calculées avec la même méthode, elles ne se recouvrent pas. Donc il y a une différence de 5 à 6 sigma entre les deux, donc c'est statistiquement très significatif. Alors qui a raison ? En physique, quand il y a une telle discordance, ça suggère qu'il y a soit une erreur systématique qui est cachée dans l'une des deux méthodes, peut-être dans les deux d'ailleurs, ou soit plus excitant que c'est peut-être le modèle standard lui-même, lambda CDM, qui est incomplet. Bon, alors à l'heure actuelle, il y a trois pistes envisagées pour expliquer ces erreurs. Première piste, on serait sur des erreurs systématiques. Est-ce que c'est lié à des problèmes de calibration de céphéides ou de supernovas? La calibration, c'est le fait d'étalonner, donc de confronter des données obtenues par des biais différents pour en tirer une information. Est-ce que c'est des effets de poussière interstellaire, de biais d'échantillonnage, de modélisation du fond diffus cosmologique? Mais justement, Planck a été extrêmement rigoureux, on a dit, bon. Et on a fait ces hypothèses, mais aucune erreur claire n'a été trouvée malgré des années de vérification. Donc cette piste d'erreur systématique peut quasiment l'écarter à l'heure actuelle. Après, deuxième solution, là je cite Yann Mambrini, la carte du fond diffus cosmologique serait mal analysée. Malgré une précision inégalée jusque-là dans le domaine de la cosmologie, il est possible d'invoquer un problème d'interprétation des données. En effet, l'analyse du fond diffus cosmologique ne fournit pas directement la valeur du taux d'expansion de l'univers. On la déduit à partir de la mesure de toutes les autres composantes. En clair, nous savons qu'il faut 100% d'ingrédients dans l'univers. Jusque-là, ça va. La mesure de la courbure au travers des vagues dans le fond diffus évoquée précédemment donne 0%. L'univers est plat. La radiation contribue pour presque 0% également. La contribution de la matière noire plus visible est de 27%. Et les équipes de Planck déduisent donc la présence de 73%, donc 100 moins 27%, d'énergie noire dans l'univers, qui correspond à une expansion actuelle de 67 km/s par mégaparsec. Bon. L'évaluation de chacune des composantes pouvant être faussée, la soustraction n'est donc peut-être pas exacte. Deuxième hypothèse, la carte du fond diffus cosmologique serait mal analysée. Et troisième hypothèse, qui est peut-être la plus excitante, c'est qu'il faut changer de paradigme, il faut changer de modèle, justement. Est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle physique au-delà de lambda CDM? Il y a plusieurs hypothèses qui sont explorées. Par exemple, l'idée de l'énergie noire précoce, Early Dark Energy, c'est-à-dire une forme d'énergie noire qui est présente avant la recombinaison et qui modifierait la vitesse d'expansion initiale de l'univers. Des neutrinos supplémentaires, des masses de neutrinos différentes. En plus, pour ceux qui étaient là en septembre, vous savez qu'on ne connaît toujours pas la masse du neutrino. Bon. Il y a une variation de la constante gravitationnelle G dans le temps, des interactions exotiques entre matière noire et énergie noire. Bon, on peut faire toutes sortes d'hypothèses, hein. Et aucune de ces hypothèses n'est encore confirmée à l'heure actuelle, mais elles sont activement testées par les missions à venir, comme le GYST, Euclid ou Raman Telescope. GY, c'est James Webb, hein, c'est un des satellites qui a succédé à Planck. Alors,
Gian Mambrini écrit « En dernier lieu, si ces deux groupes n'ont effectué aucune erreur dans leurs analyses, alors la présence de physique au-delà du modèle standard est inévitable. Plusieurs explications ont été proposées, et je vais me contenter d'en citer deux. La présence de neutrinos stériles et l'existence d'une énergie noire précoce. Hein, on les a cités. Dans les deux cas, l'idée est d'augmenter le contenu en énergie à l'époque du fond diffus cosmologique, ce qui aurait pour conséquence d'augmenter le taux d'expansion et donc H0. Bon. Et la tension de Hubble, je voudrais insister là-dessus, reste l'un des problèmes majeurs de la cosmologie contemporaine. C'est parce que, si vous voulez, l'alternative est très claire. Soit notre compréhension du cosmos est incomplète, soit nos méthodes de mesure ont encore un biais caché mais qu'on n'a pas trouvé. Et c'est ce qui faisait dire à Rees lui-même, si la tension de Hubble persiste, elle nous dira que nous avons manqué quelque chose d'essentiel dans notre compréhension de l'univers. Donc, vous voyez, c'est un problème extrêmement préoccupant. Hein. Pour qu'un prix Nobel dise ça, il y a vraiment un problème. Alors, je passe à la partie 4. Je vois qu'il est déjà 21h35. Alors là, la partie 4, qui est intitulée « Révéler les symétries cachées », c'est la question de l'antimatière et de la symétrie, puisque les deux sont liés. Donc cette partie, c'est la plus technique du livre, malgré l'effort de vulgarisation, vraiment toujours admirable de l'auteur, mais c'est la partie la plus difficile du livre, et il m'avait dit que l'éditeur même avait envisagé de la supprimer, en fait. Mais il a réussi à la maintenir. Bon, en raison du manque de temps, et pour ne pas me perdre, et pour ne pas vous perdre vous-même non plus, si vous n'êtes pas déjà totalement perdu, ce que je n'espère pas, en fait, je voudrais juste essayer de donner rapidement un aperçu d'ensemble le plus clair et le plus synthétique possible de ces deux thèmes, l'antimatière et la symétrie, sans suivre l'ouvrage chapitre par chapitre, pour aller plus vite et pour me permettre de vous dire quelques mots de la 5e et dernière partie sur la question de la gravitation quantique. Oui, c'est-à-dire, j'ai retrouvé cette affiche de 1er avril 2019, je ne sais pas si c'était un poisson d'avril, il y a eu la nuit de l'antimatière. Vous voyez, on fait comme disait Philippe Muret, on fait du festif avec tout, même avec l'antimatière. Alors, qu'est-ce que l'antimatière? Vous avez peut-être déjà tous entendu ce mot, mais qu'est-ce que ça désigne exactement? Comment ça a été découvert, etc., etc. En fait, ce qu'on appelle en physique l'antimatière, c'est quoi? L'antimatière, elle est formée de particules qui ont la même masse que les particules ordinaires qu'on connaît, mais qui ont juste une charge électrique et des nombres quantiques opposés. Qu'est-ce qu'un nombre quantique? Un nombre quantique décrit comme une particule se comporte dans un atome. C'est ça que ça veut dire. En fait, il y en a plusieurs. Il y a le niveau d'énergie, la forme de l'orbital, l'orientation de l'orbital, la rotation intrinsèque de l'électron, etc. Donc, en gros, l'idée de l'antimatière, c'est que chaque particule a son antiparticule. Par exemple, l'électron est de charge négative et son antiparticule, ça va être le positron de charge positive. Le proton de charge positive, son antiparticule, ça va être l'antiproton de charge négative. Et quand une particule rencontre son antiparticule, elles s'annihilent mutuellement, produisant de l'énergie pure, souvent sous forme de photons gamma. Cette symétrie entre matière et antimatière, c'est une conséquence directe en fait, des équations relativistes de la mécanique quantique. Alors, comment ça a été découvert tout ça? Comme souvent en physique, il y a deux temps, il y a une découverte théorique et après une confirmation expérimentale. Le premier moment, c'est la découverte théorique en 1928. 1928, alors il y a un physicien célèbre, peut-être vous connaissez son nom, c'est Paul Dirac, très très important, qui n'a pas eu le prix Nobel, je crois, sauf erreur de ma part, mais qui est quand même quelqu'un de très important. Il va formuler son équation relativiste de l'électron, et cette équation, mais là on est encore d'un point de vue purement mathématique, il n'y a pas de confirmation expérimentale, elle va prédire l'existence d'un double de l'électron avec une même masse, mais une charge opposée. Cette particule n'était pas encore observée, mais Dirac l'interprète comme une antiparticule possible, le positron. C'est lui qui trouve le nom d'ailleurs.
Comme je le disais dans la première séance en septembre, on voit ici que la découverte théorique, comme souvent en physique, précède la découverte expérimentale. Voilà Paul Dirac. Et le deuxième temps, c'est en 1932, pas très longtemps après, finalement 4 ans après, Carl David Anderson, qui, donc un physicien américain, si je ne dis pas de bêtises, qui observe dans les rayons cosmiques une trace qui correspond exactement à un électron positif. C'est bizarre parce que normalement, un électron n'est pas positif. Et le positron, et donc ça confirme la prédiction de Dirac. Et plus tard, dans les années 50, on va découvrir d'autres antiparticules, l'antiproton en 55, l'antineutron en 56, etc. Et actuellement, on parvient même à créer des atomes d'antihydrogène dans les années 90, notamment au CERN, dans les fameux accélérateurs de particules qui permettent aussi de créer de l'antimatière. Alors vous me direz, ok, tout ça c'est bien joli, mais quels sont les enjeux en fait, à part faire joujou et inverser les charges, ça sert à quoi l'antimatière? Et bien justement, tiens voilà Anderson, ça nous ramène à la cosmologie en fait, parce que l'antimatière dans l'univers c'est une énigme fondamentale. Il y a le problème de ce qu'on appelle la symétrie brisée. Et en ce sens, l'antimatière représente des enjeux majeurs pour la cosmologie parce que selon le modèle du Big Bang, la création de l'univers a produit autant de matière que d'antimatière. Pourtant, et ça ne vous aura pas échappé, l'univers observable est fait presque exclusivement de matière. Pourquoi ? Les étoiles, les planètes, les galaxies ne nous montrent pas de région d'antimatière et c'est très mystérieux parce que ça veut dire qu'il y a une asymétrie entre matière et antimatière qui s'est produite juste après le Big Bang, ce qui fait que la matière a écrasé l'antimatière. Mais pourquoi? Alors ça, on n'en a aucune idée. Quelle est l'origine de cette asymétrie, justement? On cherche à comprendre pourquoi la matière a légèrement dominé sur l'antimatière. Il y a les 3 conditions qu'on dit de Sakharov, 1967, qui sont nécessaires. Violation de la symétrie CP, charge parité, déséquilibre thermodynamique, interaction qui viole la conservation du nombre baryonique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre total de baryons, qui sont seulement les protons et les neutrons, reste constant au cours des réactions physiques. Ils peuvent se transformer, mais ils ne peuvent pas disparaître. Donc, ces 3 conditions seraient nécessaire pour comprendre pourquoi la matière a dominé l'antimatière. Et Mambrini écrit à ce sujet, ces 3 conditions de Sakharov, publiées dans un journal scientifique russe, sont les clés pour ceux qui veulent construire une nouvelle physique, expliquant pourquoi nous sommes faits de matière et non d'antimatière. Dans son article, le physicien russe va plus loin. Il n'accepte pas toutes ces conditions d'asymétrie nécessaires à la bonne marche de l'univers, et, afin de restaurer une symétrie, il propose qu'une nouvelle symétrie CPT soit respectée, c'est-à-dire que l'image dans le miroir, P, d'une expérience mettant en jeu des antiparticules, C, en remontant le temps, T, serait identique à celle-ci. Donc, autrement dit, ce que fait Sakharov, c'est qu'il imagine une seconde flèche du temps, qui sorte à rebours, et en la suivant, il serait possible de remonter le fil de l'histoire jusqu'à la singularité du Big Bang, en fait. Et une fois celle-ci passée, en continuant la route vers les temps négatifs de l'univers, Sakharov imagine qu'on pourrait se retrouver carrément dans un autre monde, vous voyez, mais cette fois-ci constitué uniquement d'antimatière, d'antigalaxies, d'anti-nous, vraiment comme on passe de l'autre côté du miroir, au sens de Lewis Carroll. Et donc, finalement, c'est complètement fou, mais le Big Bang serait une espèce de... oui, le Big Bang serait dans ce cas un portail entre notre monde et un anti-monde. Bien évidemment, cette partie de l'article est celle qui inspire le plus mes étudiants férus de science-fiction lorsque je leur soumets à l'examen. Vous voyez, cette idée que on pourrait remonter de l'autre côté du miroir vers un univers hypothétique fait d'antimatière. Parce que de même qu'il y a eu un temps où la matière et la lumière n'étaient pas séparées, si on remonte encore plus avant, il y a eu un temps où la matière et l'antimatière n'étaient pas séparées non plus, vous voyez. Et il y a des expériences, notamment au CERN, qui étudient ces violations
de CP, justement, charge parité dans les désintégrations de certaines particules comme les mesons K et B. Bon, c'est un petit peu technique. Mais en tout cas, cela ne suffit pas à expliquer tout le déséquilibre. Et le mystère reste ouvert. Hein, pourquoi il y a eu cette asymétrie, finalement. Ça, c'est les enjeux cosmologiques. Après, l'antimatière, elle a aussi des enjeux pour la physique de l'infiniment petit. Parce qu'elle va permettre de tester les symétries fondamentales de la nature. CPT, charge parité temps, charge parité, etc. Elle va éclairer la structure du modèle standard et les limites de celui-ci. Les expériences qu'on a faites sur l'anti-hydrogène au CERN, qu'on appelle l'expérience alpha, vont par exemple tester si la gravité agit de la même manière sur l'antimatière. Bah oui, c'est une question bête, mais l'antimatière tombe-t-elle vers le bas, hein? Bon, bah oui, il faut se poser la question. Selon les résultats récents, oui, hein. Mais bon, les mesures continuent. Voilà. Bon, alors, monsieur semble dire que oui, ça a été confirmé définitivement. Bon, voilà, enfin, tout ça pour vous dire que ces recherches contribuent à la quête d'une physique qui est toujours au-delà du modèle standard, qui pourrait relier matière noire, neutrinos, antimatière. Ouais, on a de quoi s'amuser. Après, il y a les enjeux pour la physique de l'infiniment grand. Donc, je l'ai dit, la symétrie matière-antimatière, c'est une clé de compréhension de l'évolution cosmologique depuis le Big Bang. Elle pourrait être liée à d'autres phénomènes d'origine cosmique, inflation, baryogénèse, interaction dans le champ de Higgs. Et l'observation de rayonnements gamma ou de positrons dans la galaxie, détectés par le satellite AMS-02 de la Station spatiale internationale, pourrait révéler des traces d'antimatière primordiale ou même des signatures de matière noire. Bon. Donc il y a des enjeux pour la physique de l'infiniment grand, il y a aussi des enjeux pratiques et technologiques parce que l'antimatière, elle est utilisée en médecine dans la technique de tomographie par émission de positons, hein, ce qu'on appelle TEP, PET scan. Et donc, elle a aussi des usages pratiques, concrets. En théorie, elle pourrait même être une source d'énergie colossale, mais le problème, c'est que sa production est extrêmement coûteuse. On a réussi à créer quelques nanogrammes au CERN, donc c'est pas beaucoup, mais selon certaines recherches spéculatives, on pourrait utiliser l'antimatière pour la propulsion spatiale ou même on pourrait l'utiliser comme un outil de diagnostic expérimental dans les accélérateurs de particules. Donc en fait, il y a des usages, des utilisations concrètes et pratiques de l'antimatière. Mais bon, en gros, ce qu'il y a à retenir de tout ça, c'est que l'antimatière, découverte comme une conséquence mathématique de la théorie de Dirac, est devenue en fait un symbole des symétries et des mystères de la physique moderne. En fait, l'idée, c'est que l'antimatière, pourquoi c'est important? Parce que ça relie les deux extrêmes de la science, et on va retrouver ça dans la gravité quantique dont je vais parler juste après. D'un côté, l'infiniment petit, parce qu'elle nous éclaire sur la structure des particules, et de l'autre, l'infiniment grand, puisqu'elle interroge sur la naissance même du cosmos et cette asymétrie entre matière et antimatière. Voilà. Alors, j'en arrive à la 5e partie du livre La Nouvelle Physique, hein, donc je fais toujours une espèce d'exposé commenté, en ajoutant parfois des informations pour essayer de rappeler un peu le cadre. Alors, donc là je vais parler de la gravité quantique, et pour introduire ce thème, je vais parler des trous noirs, qui est le thème du chapitre 17 du livre de Yann Mambrini. Qu'est-ce qu'un trou noir? Vous avez toutes forcément entendu cette expression, mais c'est quoi exactement un trou noir? Un trou noir, si on veut être précis, c'est une région de l'espace-temps où la gravitation est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Voilà, c'est ça un trou noir. Ce concept, il découle de la relativité générale d'Einstein, une fois de plus, parce que selon cette théorie, la matière, je le disais en début de séance, courbe l'espace-temps, et à partir de là, une concentration extrême de masse peut créer ce qu'on appelle une singularité, c'est-à-dire un point où les équations perdent pied et cessent de décrire la réalité physique. Comment a-t-on forgé ce concept de trou noir? Alors là encore, comme pour pas mal de choses dont j'ai parlé ce soir, en physique, il y a toujours un temps mathématique et après un temps de confirmation expérimentale. C'est d'abord, les trous noirs, ça a d'abord été des hypothèses mathématiques. Donc
Les premières solutions mathématiques qui décrivent un trou noir ont été obtenues par l'astrophysicien allemand Karl Schwarzschild, qui a entretenu une correspondance avec Einstein concernant la trajectoire de Mercure autour du Soleil. Et il est le premier à concevoir une solution sphérique statique d'un trou noir sans rotation ni charge à partir de la théorie de la relativité. Donc c'est ce monsieur qui a fait le premier l'hypothèse mathématique des trous noirs dans une correspondance avec Einstein. Vous voyez, bon, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui font de l'allemand, mais vous savez, c'est très amusant parce que Schwarz, ça veut dire noir en fait. C'est quand même, ça ne s'invente pas. Hein. Bon, c'est Schwarzschild, hein. Ça veut dire bouclier. Hein, bon. Donc c'est le bouclier noir qui a trouvé le trou noir. Bon, voilà, je trouve ça quand même, enfin, ça ne s'invente pas, quoi. Avoir noir dans son nom et trouver les trous noirs, bon, bref. Et alors, voilà ce que dit Yann Mambrini sur ce débat Schwarzschild-Einstein. Il dit « Alors qu'à des distances très éloignées du centre de l'étoile, la solution de Schwarzschild est en accord avec les formules approchées d'Einstein, près de son cœur, en revanche, elle décrit un comportement des plus étranges. Elle prédit en effet que si un astre est suffisamment dense, autant que si l'on comprimait le Soleil dans une sphère de 3 km de rayon, ou la Terre dans une coquille de noix, alors ce dernier s'entoure d'une sorte de voile qui masque à jamais ce qui se passe à l'intérieur. Si vous traversez ce voile, il devient impossible de faire le trajet en sens inverse, ni même de communiquer avec l'extérieur. Mieux ou pire, comme on voudra, la lumière elle-même se retrouve piégée. Et si aucune forme de lumière ne peut s'en extraire, vu qu'aucune particule ne va plus vite que la lumière à travers l'espace, aucune information d'un quelconque événement qui s'y déroulerait ne peut en sortir. Tout se passe comme si les équations d'Einstein prévoyaient l'existence de régions de l'espace totalement disconnectées de la nôtre. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être déconnecté. Disconnecté, c'est une coquille totalement déconnectée de la nôtre. Enfin, je revérifierai ce verbe. La frontière, écrit Mambrini, a été naturellement baptisée horizon des événements, par analogie avec l'horizon marin qui interdit de la même façon que toute scène se déroulant à Montréal soit visible à Brest. Bon, Einstein reconnaît bien volontiers cet étrange comportement, mais qui pourrait imaginer un astre d'une telle densité dans l'univers? La Terre dans une coquille de noix tout de même. Bon. Il considère alors, comme la plupart des physiciens de l'époque, que la solution envisagée est une simple curiosité mathématique. Toutefois, séduit par son élégance, Einstein acceptera le 13 janvier 1916 de présenter cette contribution à l'Académie royale des sciences de Prusse au nom de Schwarzschild, bloqué sur le front. Oui, il est quand même sympa, bon, il n'est pas entièrement convaincu, mais quand même, bon, il fait un petit effort pour présenter. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est la même chose qu'il disait à Friedman, hein, à peu près à la même époque. Oui, c'est une curiosité mathématique, ce modèle de l'expansion, c'est intéressant, mais oui, vous voyez, une fois de plus, Einstein, devant une découverte fondamentale, bon, là, il ne dit pas qu'il a tort, mais il n'est pas hyper emballé, donc bon. On peut dire qu'il il est un petit peu passé à côté des trous noirs aussi. Enfin bon, il n'a pas été très réactif. Alors, il y a un autre personnage après Schwarzschild qui est important, qui est mentionné par Mambrini dans son livre. C'est un astrophysicien indo-britannique très important, qui est Chandrasekhar, Subrahmanyan Chandrasekhar. Parce que dans les années 1900, donc il y a eu le prix Nobel en 1983, dans les années 1930, il va étudier la structure des naines blanches. Alors les naines blanches, tout à l'heure je parlais des supernovas, ça c'est encore autre chose. Des naines blanches, ce sont des étoiles mortes qui sont soutenues par la pression de dégénérescence des électrons. Et en appliquant la mécanique quantique relativiste à cette espèce de gaz d'électrons, hein, il va démontrer qu'il existe une limite de masse au-delà de laquelle cette pression elle ne peut plus contrebalancer la gravitation. C'est ce qu'on appelle la limite de Chandrasekhar. Et cette limite elle est d'environ 1,4 masse solaire. Elle va marquer un tournant parce qu'il y a en dessous ou au-dessus. En dessous, l'étoile finit en naine blanche, mais au-dessus, elle va s'effondrer en un astre plus compact, qui peut prendre deux formes, soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. On retrouve l'hypothèse de Schwarzschild.
Alors à l'époque, cette idée heurte les conceptions dominantes. Arthur Eddington, le mentor de Chandrasekhar à Cambridge, la rejette violemment, jugeant absurde qu'une étoile puisse disparaître en elle-même. Vous voyez, c'est inconcevable. Mais encore une fois, Eddington, grand scientifique, c'est vrai, toujours du mal avec les nouvelles découvertes, les nouvelles façons de voir. Bon, là aussi, réaction un peu conservatrice. Mais les travaux de Chandrasekhar seront plus tard confirmés, puisqu'il aura le prix Nobel, hein, mais vous voyez, on est toujours 50 ans après, hein, il y a souvent, c'est comme le boson de Higgs, hein, bon, je l'avais dit, mais les travaux de Chandrasekhar seront plus tard confirmés, ouvrant la voie à la physique relativiste des étoiles compactes et à la compréhension moderne de l'effondrement gravitationnel. Et plus tard, donc, il y aura les découvertes de Kerr sur le trou noir en rotation, le Reisner-Nordstrom sur le trou noir chargé électriquement. Bon, il y a beaucoup de... Enfin, le trou noir va devenir un objet d'étude important en cosmologie. Alors, un trou noir, il est défini par 3 paramètres fondamentaux, ce qu'on appelle le théorème de la calvitie: la masse, la charge et le moment angulaire. Les principales zones d'un trou noir sont ce qu'on appelle, je citais l'expression tout à l'heure, l'horizon des événements, c'est-à-dire l'horizon des événements, c'est la limite de non-retour, c'est la limite ou la vitesse de libération atteint de la lumière, et donc la lumière ne peut pas s'échapper du trou noir. Deuxième zone, la singularité, c'est-à-dire c'est un point théorique de densité et de courbure infinie, où justement les équations de la relativité perdent de pied. Et enfin, ce qu'on appelle troisième point, le disque d'accrétion. Le disque d'accrétion, c'est une matière chauffée à des millions de degrés qui est en orbite autour du trou noir avant d'y tomber. Et donc, on peut repérer les trous noirs par ces disques d'accrétion, justement, qui sont en orbite autour de chaque trou noir. Et enfin, les jets relativistes, ce sont des émissions de matière et d'énergie à des vitesses proches de celles de la lumière, souvent observées dans les galaxies actives. Alors, vous pouvez penser un peu à des espèces d'éruptions volcaniques, hein, pour prendre une image, mais bon, là, à une échelle infiniment plus grande. Alors, comme le rappelle Yann Mambrini dans son livre, page 313-314, il existe 3 types de trous noirs, en fait, qu'on va classifier selon leur masse. Les trous noirs peuvent être plus ou moins gros et grands. Les plus petits, ce sont les trous noirs stellaires. On est sur une dizaine de masses solaires au maximum. Après, vous avez les trous noirs intermédiaires qui peuvent faire jusqu'à 200 fois la masse du Soleil, donc entre 10 et 200 fois la masse du Soleil. Et puis enfin, vous avez les trous noirs supermassifs. Et là, on est sur plusieurs millions, voire plusieurs milliards de fois la masse du Soleil. Vous avez le fameux M87 astérisque qui va peser 6 milliards de Soleil. C'est un beau bébé. Oui, vous vouliez dire ? Les trous noirs, ils perdent de la masse au fur et à mesure. Alors, oui. En combien de temps ça va rester, on a une idée ou pas du tout ? Alors, là, je crois pas que Mambrini en parle dans son livre, mais c'est une bonne question, parce que les trous noirs évoluent forcément, ils perdent de la masse. Mais je ne pourrais pas vous répondre. Voilà, je ferai la recherche en rentrant chez moi. Alors, pourquoi les trous noirs ont une portée cosmologique importante ? Donc, les trous noirs, ce ne sont pas seulement des objets astrophysiques comme ça qui sont intéressants. Ils ont une portée cosmologique majeure, parce que les trous noirs supermassifs dont je parlais juste à l'instant, il semble qu'ils jouent un rôle central dans la formation et la régulation des galaxies, en fait. Parce que comme ils ont un champ gravitationnel énorme, ça influence la dynamique stellaire du noyau galactique. Leur jet relativiste, là, dont je parle, espèce d'éruption volcanique, pour aller vite, ces jets relativistes vont réguler la formation d'étoiles en chauffant et en dispersant le gaz interstellaire, ce qu'on appelle la rétroaction active. Et donc, en fait, on peut dire que, si vous voulez, les trous noirs, c'est des espèces de laboratoires naturels de physique extrême en termes d'observation du cosmos. Ils permettent de faire des tests, par exemple, sur les théories de la gravitation, et notamment de la gravitation quantique, on va en reparler. Ils vont permettre de mesurer les ondes gravitationnelles, je vais en reparler juste après, issues des fusions de trous noirs. Bon. Mais quand on parle de trous noirs, on entend aussi matière noire. On en a parlé tout à l'heure. C'est la matière noire, je vous le rappelle, c'est cette matière invisible qui constitue
peu près 27% de l'univers, mais qui n'est perceptible que par ses effets gravitationnels. On ne peut pas l'observer, la toucher comme de la matière classique. Trou noir, matière noire. Est-ce que c'est juste une association d'idées ou il y a un lien entre les deux? Justement, il y a un lien entre les deux. C'est-à-dire que certains cosmologistes ont proposé que des trous noirs primordiaux puissent constituer une partie de la matière noire. Et en plus, la singularité initiale du Big Bang partage des propriétés formelles avec les trous noirs, notamment une densité infinie et l'effondrement de l'espace-temps. Donc, est-ce que les trous noirs ne seraient pas des espèces de mini Big Bang en continu? Vous voyez, ça c'est très intéressant comme hypothèse. Et c'est là où il faut parler d'un grand personnage dont je n'ai pas encore parlé, qui est Stephen Hawking. Hawking, cet astrophysicien britannique mort en 2018, qui est connu pour ses travaux sur les trous noirs. Or, Hawking a montré que les trous noirs ne sont pas totalement noirs, justement. Ils émettent un rayonnement quantique qui est lié à des effets de champ près de l'horizon des événements dont je parlais. Et ce rayonnement conduit lentement à l'évaporation du trou noir. C'est ce que vous disiez un petit peu. Le trou noir évolue grâce à ce rayonnement, on appelle le rayonnement de Hawking, justement. Et si un trou noir s'évapore complètement, que devient l'information qui est contenue dans la matière absorbée? Ce paradoxe, c'est le paradoxe de Hawking versus Susskind de Matt Dasena. Là, il y a toute une corde de polémique et de débat sur ce sujet. Ce paradoxe reste l'un des plus grands défis de ce qu'on appelle la gravitation quantique. Je vais y revenir dans quelques instants. L'idée, c'est que si on veut conclure sur cette question des trous noirs, l'étude des trous noirs pousse à réconcilier la relativité générale, la gravité, la courbure de l'espace-temps et la mécanique quantique, les particules et les champs. Toujours l'infiniment grand, l'infiniment petit. On voit que toutes les grandes questions en physique tracent un pont entre les deux. Les approches comme la théorie des cordes, dont je n'ai pas parlé, dont je reparlerai un tout petit peu après, ou la gravité quantique à boucle, développée par Carlo Rovelli, physicien italien, dont je vous conseillerai après un livre, eh bien, ces approches tentent d'expliquer la structure microscopique de l'horizon et la nature de la singularité. Les trous noirs, longtemps considérés comme des curiosités mathématiques, c'était l'avis d'Einstein, sont devenus des acteurs centraux de la cosmologie moderne, en fait. Ils révèlent les limites de nos théories physiques, singularité, information. Ils révèlent aussi le rôle structurant de la gravitation à toutes les échelles, et ils révèlent aussi, et on va en reparler immédiatement après, la nécessité d'une théorie quantique de la gravité. Donc, on peut dire que les trous noirs incarnent le point de contact entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, entre la cosmologie et la physique fondamentale. Donc j'en arrive maintenant à l'avant-dernier chapitre du livre de Yann Montbrenier, le chapitre 18, qui s'appelle « Surfer sur l'espace-temps ». Ce chapitre est consacré à une question très importante qui est celle des ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, et je crois que j'ai prononcé l'expression tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que les ondes gravitationnelles? Les ondes gravitationnelles, ce sont des ondulations de la trame de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière. Elles ont été prédites en 1916 par Einstein dans le cadre de la théorie de la relativité générale. Selon cette théorie, toute masse accélérée modifie la géométrie de l'espace-temps. Lorsqu'il y a une variation rapide de cette distribution de masse, par exemple, deux étoiles à neutrons en orbite ou la fusion de deux trous noirs, des perturbations vont se propager. Et ces perturbations, ce sont les ondes gravitationnelles. Alors, ces ondes gravitationnelles, elles sont analogues aux ondes électromagnétiques qu'on connaît, qui sont bien connues des physiciens depuis le 19e siècle, Faraday, Maxwell, mais elles concernent la gravitation. Cette fois, pas les champs électriques et magnétiques, et ça change tout, justement. Et donc, ces ondes gravitationnelles, elles sont analogues aux ondes électromagnétiques, mais le problème, c'est qu'elles sont extrêmement faibles. Même des événements cataclysmiques, comme la collision de trous noirs, en fait, produisent des variations d'allongement de l'espace-temps de l'ordre de 10 puissance moins 21. Vous voyez, c'est que dalle, d'accord?
C'est-à-dire des trucs qui sont à peine mesurables. À peine mesurables. Donc par rapport aux ondes électromagnétiques, on est sur des ondes beaucoup plus faibles. Alors pendant longtemps, justement, les ondes gravitationnelles ont été inaccessibles à la détection directe. Et comme je l'ai déjà dit, la prédiction théorique einsteinienne ici attendait une confirmation observationnelle et empirique. Alors, comment on les a observées, ces ondes? Leur existence a d'abord été inférée indirectement dans les années 1970, et en particulier en 1974, les astrophysiciens Russell Hulse et Joseph Taylor, Taylor étant le maître de thèse de Hulse, si je ne dis pas de bêtises, ont découvert un pulsar binaire, PSR, B 1913 plus 16, bon, c'est son petit nom, et la période orbitale de ce système diminue exactement comme le prévoit la relativité générale si le système perd de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Et cette confirmation leur vaut le prix Nobel de physique en 1993. Alors, je vous ai mis qu'est-ce que c'est qu'un pulsar, parce qu'on a croisé pas mal de termes. Hein. On a parlé de supernova, de trous noirs, etc., etc. Alors, un pulsar, c'est un astre de très petite taille et de densité très élevée qui émet de brèves impulsions d'ondes électromagnétiques qui se répètent avec une périodicité remarquablement constante de l'ordre de la seconde ou de la milliseconde. Un pulsar résulte de l'explosion d'une étoile en fin de vie, appelée supernova, hein, vous savez ce que c'est. Et le mot est une contraction de l'anglais pulsating, vibrant, et star, étoile. Et donc, l'idée c'est que c'est en observant ces pulsars que ces deux astrophysiciens ont pu voir que la période orbitale de ce système diminuait exactement comme le prévoit la relativité générale si ce système perd de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Donc, c'était une confirmation indirecte. Et d'ailleurs, tenez, je vais vous montrer la trombine de Russell Alan Hulse, ce physicien qui a eu le prix Nobel en 1993 pour cette découverte. Mais en fait, ça c'était une confirmation indirecte. Le vrai tournant, c'est 100 ans après la prédiction de Einstein en 2015. Le grand tournant a lieu en septembre 2015, 100 ans après donc, les prédictions théoriques d'Einstein. L'observatoire américain LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, détecte pour la première fois un signal direct qu'ils ont baptisé GW150914, provenant de la fusion de deux trous noirs à plus d'1 milliard d'années-lumière. Vous voyez ? Fusion de deux trous noirs. Alors, comment ça a été découvert quelle est la technique de découverte de cette onde gravitationnelle, de ces ondes gravitationnelles? Alors, le principe repose sur ce qu'on appelle l'interférométrie laser. L'idée, c'est qu'il y a deux faisceaux lumineux qui parcourent des bras perpendiculaires de plusieurs kilomètres et que le passage d'une onde gravitationnelle va modifier infinitésimalement la longueur des bras, modifiant ainsi les interférences lumineuses. Donc, si vous voulez, ça ressemble à ça, d'accord? L'interférométrie laser. Et donc, ces variations, elles sont mesurées, parce que je vous disais que les ondes gravitationnelles, produisaient des variations de l'espace-temps de l'ordre de 10 puissance moins 21, donc c'est infinitésimal, donc il faut des instruments hyper précis pour pouvoir les capter, ces ondes. Et bon, il y a plusieurs dizaines de détections qui ont été réalisées depuis aux États-Unis, en Italie, au Japon, et la collaboration entre LIGO aux États-Unis et Virgo en Italie reçoit aussi le prix Nobel de physique en 2017 pour ces trois chercheurs, Weiss, Thorne et Barish. Alors, l'ouverture de cette nouvelle fenêtre d'observation inaugure une astronomie gravitationnelle qui est complémentaire de l'astronomie électromagnétique. Pourquoi? Parce que les ondes gravitationnelles permettent de sonder les régions opaques à la lumière, comme les fusions de trous noirs ou les instants très précoces de l'univers. Elles permettent aussi d'obtenir des informations sur les propriétés des trous noirs, masse, spin, dynamique, comment ils évoluent. Elles permettent de tester la relativité générale dans des régimes extrêmes. Et enfin, elles permettent, ces ondes, de mieux estimer les constantes cosmologiques.
notamment la vitesse d'expansion de l'univers, la constante de Hubble dont j'ai parlé, via ce qu'on appelle des sirènes standards, analogues gravitationnelles des chandelles standards. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une sirène standard? Je vous ai mis la définition aussi. Une sirène standard, c'est un événement générateur d'ondes gravitationnelles dont la théorie permet d'estimer la forme et l'intensité des ondes émises. Et un astre dont la luminosité connue nous permet d'établir la distance d'autres corps célestes est appelé une chandelle standard. C'est pour ça qu'on a baptisé cette méthode sirène standard en référence aux chandelles standard, une mesure indirecte. Voilà. Alors, dernier point sur ce point. Oui, c'est ça. Dernier point avant de passer à la gravité quantique. Vers des ondes gravitationnelles primordiales. Bon, au-delà des sources astrophysiques, la cosmologie prédit des ondes gravitationnelles primordiales issues soit de fluctuations quantiques de l'espace-temps lors de la période d'inflation, vous vous souvenez, on en a parlé au début, c'est-à-dire 10 puissance moins 35 secondes après le Big Bang, soit de phénomènes de transition de phase dans l'univers primordial. Et donc ces ondes, elles laisseraient une empreinte polarisée en mode B sur le fond diffus cosmologique, CMB, dont on a parlé. Il y a des expériences comme BICEP 2, Planck, les futurs projets Lightburst, CMB, S4, qui vont chercher ces signatures, encore non confirmées, qui offriraient une fenêtre directe sur la physique de l'inflation et la gravitation quantique. Donc tout ça est un peu compliqué, mais ça veut dire que les ondes gravitationnelles aussi nous aident à mieux comprendre certains aspects du Big Bang. Et on essaie aussi de détecter des ondes gravitationnelles d'encore plus basse fréquence. Par exemple, celles qui sont issues de trous noirs supermassifs. Donc, ces ondes gravitationnelles, elles ouvrent la voie à une nouvelle ère de l'observation de l'univers dans laquelle la gravitation devient un messager cosmique, au même titre que la lumière ou les neutrinos. Et alors là, Yann Mambrini écrit à ce sujet, il faut bien imaginer que la découverte des ondes gravitationnelles en 2015 fut bien plus qu'une confirmation des idées d'Einstein. Elle a ouvert tout un champ des possibles. Nous pouvons désormais sonder l'univers à l'aide de ces messagères capables de nous renseigner sur la nature des astres qui peuplent nos galaxies les plus lointaines, en particulier en couplant ces données avec celles obtenues par des télescopes mesurant les flux de photons, de neutrinos, de positrons ou d'antiprotons à différentes longueurs d'onde. Et avec elles, nous pourrons bien nous rapprocher des secrets de l'origine. Les plus anciens photons, nous l'avons dit, se sont découplés de la soupe primordiale 380 000 ans après le Big Bang et nous laissent aveugles sur des périodes plus anciennes. C'est ce qu'on disait avant, c'est le moment où la matière et la lumière se sont découplées. Avec les furtifs neutrinos, nous avons potentiellement gagné du terrain. Nous avons vu que le rêve de tout cosmologiste des neutrinos est d'obtenir une carte du ciel équivalent au fond diffus cosmologique, de façon à obtenir un cliché de l'univers quelques secondes seulement après le Big Bang. Alors, pourquoi ne pas envisager une carte gravitationnelle du ciel? Donc là aussi, toujours l'idée que les ondes gravitationnelles pourraient nous permettre de remonter avant ce fameux ballon de rugby que je vous ai montré, de Planck, 380 000 ans après le début de l'univers. Alors, si vous n'êtes pas complètement épuisé, j'en arrive en fait à la question la plus importante du livre, qui est, parce qu'en fait ça va nous projeter vers l'avenir, c'est-à-dire vers une théorie quantique de la gravité. C'est le titre du dernier chapitre. Parfois on peut dire théorie de la gravitation quantique aussi, on peut dire les deux. Et cette théorie quantique de la gravité, c'est vraiment le Graal scientifique du XXIe siècle. C'est peut-être le grand objectif, le grand horizon de la physique au XXIe siècle. Parce que si vous devez essayer de retenir quelque chose de cette séance, de la façon la plus synthétique possible, ça serait ça en fait. Aujourd'hui, la physique moderne repose sur deux théories fondamentales. Vous savez, l'infiniment petit, l'infiniment grand. La relativité générale, Einstein, 1915, qui décrit la gravitation comme la courbure de l'espace-temps sous l'effet de la matière et de l'énergie. D'accord ? La gravitation n'est plus une force comme chez Newton, c'est une courbure de l'espace-temps sous l'effet de la matière et de l'énergie. Et cette loi de la relativité générale, elle s'applique à l'échelle cosmique. Planète, galaxie, univers.
infiniment grand. Mais de l'autre côté, vous avez la mécanique quantique, Heisenberg, Schrödinger, Dirac, on en a parlé, qui a découvert l'antimatière, et cette mécanique quantique qui est l'autre théorie fondamentale sur laquelle repose la physique moderne. Elle décrit le comportement probabiliste des particules et des champs à l'échelle microscopique, infiniment petit. Bon, alors, c'est très bien, mais comment faire un pont entre les deux? C'est tout le problème de la gravitation quantique. Parce que ces deux cadres théoriques, ils sont extraordinairement efficaces, chacun dans leur domaine, chacun de son côté. Mais le problème, et c'est là où il y a un énorme problème, c'est qu'ils semblent incompatibles entre eux. La relativité, elle repose en effet sur un espace-temps qui continue et déterministe. Alors que la mécanique quantique, elle impose un univers qui est fondamentalement discret et aléatoire. Discret, ça veut dire que les quanta, c'est même dans le mot quantique, c'est-à-dire l'idée d'entités séparées et discrètes, les quanta, et pas de continu. Et on se souvient d'ailleurs que Einstein, qui était resté en ce sens assez classique et newtonien sur ce terrain, avait eu beaucoup de mal à digérer le probabilisme quantique. Vous connaissez la phrase « Dieu ne joue pas au dé ». C'est ce qu'on a appelé l'interprétation de Copenhague. Cette interprétation de Copenhague, Einstein, il avait beaucoup de mal à la digérer, à l'admettre. Or, justement, il existe, on l'a vu, des situations où ces deux mondes se rencontrent. Par exemple, l'intérieur des trous noirs, on l'a dit, avec la gravité, où il y a à la fois la gravité extrême plus des effets quantiques, ou bien les premiers instants du Big Bang, où la densité et l'énergie étaient immenses. Et d'ailleurs, vous vous souvenez que le maître parlait d'un atome primitif. C'est si important ce mot atome, ça veut dire que l'univers est né d'un atome, d'accord? L'infiniment grand est né d'une expansion de l'infiniment petit. Alors bien sûr, c'était une image, mais je pense que c'est une image qui fait sens, justement, sur ce lien entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et c'est là où apparaît le problème de la théorie quantique de la gravité, parce qu'une telle théorie, donc une théorie quantique de la gravité ou une théorie de la gravité quantique, permettrait d'avoir un cadre cohérent pour décrire l'ensemble des phénomènes physiques, du plus petit au plus grand, et donc d'unifier toutes les interactions fondamentales, la gravitation, l'électromagnétisme, les interactions faibles et fortes, les interactions nucléaires faibles et fortes, ce sont les 4 grandes forces présentes dans le monde physique, je l'avais dit dans la séance de septembre. Donc, question, comment réconcilier les deux théories alors qu'elles semblent s'opposer? Alors, quelles sont les difficultés d'abord? En fait, une théorie de la gravitation quantique se confronte à 3 difficultés principales. Première difficulté, la gravité n'est pas une force ordinaire. C'est-à-dire que dans la relativité générale, la gravitation, ce n'est pas une force comme chez Newton, c'est une géométrie. C'est-à-dire la matière dit à l'espace-temps comment se courber, et l'espace-temps dit à la matière comment se mouvoir. Or, les théories quantiques des champs comme l'électromagnétisme supposent un espace-temps qui est fixe, dans lequel les particules interagissent. Donc c'est difficile de quantifier une entité, l'espace-temps, qui ici n'est plus le décor mais l'acteur. Vous voyez, c'est ça qui est compliqué. C'est que dans la théorie de la relativité de Einstein, l'espace-temps, ce n'est pas le décor, c'est ce qui agit, c'est l'acteur. Donc ça, c'est un premier point. Après, il y a le problème des divergences infinies. Lorsqu'on tente d'appliquer la méthode de la physique quantique à la gravité, avec des particules hypothétiques qu'on appelle le graviton, eh bien, ces calculs mènent à des divergences infinies qui ne sont pas renormalisables. C'est-à-dire que la théorie devient incontrôlable mathématiquement, en fait. On perd les pédales, littéralement, les mathématiques explosent. Donc il y a des difficultés mathématiques et aussi l'absence d'expérimentation directe. C'est-à-dire que les effets quantiques de la gravité sont extrêmement faibles à nos échelles. Ils deviennent mesurables uniquement à la longueur de Planck. On est sur à peu près 10 puissance moins 35 mètres, ou à des énergies inaccessibles, 10 puissance 19 gigaélectrovolts. Donc, en fait, infiniment petit ou infiniment grand, c'est tellement au-dessus, au-delà de nous, qu'aucune expérience terrestre ne peut tester ces conditions. Et là, c'est un énorme problème pour tout ce qui est confirmation, expérience, observation et tout. Donc, on dépend donc d'indices cosmologiques indirects,
Rayonnement fossile, on en a parlé, trou noir, onde gravitationnelle, et ces 3 découvertes sont censées nous aider à trouver cette théorie de la gravitation quantique. Alors, quelles sont les pistes de recherche actuelles maintenant? Alors, il y en a 2, bon, je vais en citer 2 qui sont parmi les plus importantes. La théorie des cordes, dont je n'ai pas encore parlé, bon, ça c'est important. Alors, l'idée, même si bon, maintenant, peut-être Yann Mambrini le dira mieux que moi, mais elle semble plutôt laissée de côté depuis plusieurs années. L'idée de la théorie des cordes, c'est qu'elle remplace les particules ponctuelles par des cordes vibrantes dont les modes de vibration correspondent aux particules connues, y compris un graviton. Bon, alors l'avantage de cette théorie, c'est qu'elle est mathématiquement cohérente et qu'elle permet d'inclure naturellement la gravité. Mais les limites, c'est qu'elle exige des dimensions supplémentaires, jusqu'à 10 ou 11 dimensions, et qu'aucune vérification expérimentale n'existe. Donc, est-ce que c'est pas du pur jus de cerveau de physicien? C'est le problème. Il faut le monopole magnétique aussi. Et il faut un monopole magnétique également, pour la théorie des cordes. Oui, vous avez raison de préciser ce point. Et après, vous avez une autre piste, c'est ce qu'on appelle la gravité quantique à boucle, loop quantum gravity, qui a été notamment théorisé par cet astrophysicien italien Carlo Rovelli, dont je vais vous conseiller un livre dans l'instant. Alors, cette théorie, elle tente, de quantifier directement la géométrie de l'espace-temps, en fait. L'espace-temps serait constitué de grains discrets, ça veut dire séparés, de volume et de surface. Un petit peu, si vous voulez, comme un tableau... oh mon Dieu, je commence à être fatigué, le nom m'échappe. Vous savez, c'est ce tableau de Seurat avec les petits grains là. Voilà, le pointillisme, merci. Un petit peu comme un tableau pointilliste. La géométrie de l'espace-temps serait constituée de grains discrets de volume et de surface. Ça serait ça l'idée de cette théorie de la gravité quantique à boucle. Alors, l'avantage, c'est que contrairement à la théorie des cordes, on n'a pas besoin de dimensions supplémentaires. Mais les limites, c'est que il reste difficile à relier à la physique des particules et au monde macroscopique observé. Bon. Quels sont les enjeux philosophiques et épistémologiques de cette théorie de la gravitation quantique? En fait, une telle théorie imposerait de repenser la notion même d'espace et de temps, qui ne serait plus continue mais quantifiée. Et donc, elle permettrait peut-être de comprendre l'origine de l'univers et donc la nature du temps avant le Big Bang, ou encore de résoudre le paradoxe de l'information des trous noirs, avec Hawking dont j'ai parlé. Et cette théorie, elle met en jeu des questions fondamentales sur la réalité même du monde. Est-ce que cette réalité, elle est géométrique, elle est probabiliste, ou elle est informationnelle? Bon, vous voyez, il y a des enjeux absolument colossaux. Donc, je parlais d'un Graal, et donc, une telle théorie, on pourrait dire, je voudrais conclure là-dessus, cette séance, une telle théorie constitue une sorte de Graal scientifique, c'est le Graal scientifique du XXIe siècle, je pense que je peux le dire, pour 3 raisons. D'abord parce que une théorie de la gravitation quantique représenterait l'unification ultime, c'est-à-dire la fusion de la relativité générale et de la mécanique quantique, autrement dit ce que les physiciens appellent une théorie du tout, une theory of everything. Deuxièmement, cette théorie est un Graal scientifique parce qu'elle offrirait une compréhension profonde et peut-être définitive de l'espace, du temps, de la matière et de l'énergie à toutes les échelles, du plus petit au plus grand. Et enfin, cette théorie est un Graal parce qu'elle ouvrirait aussi peut-être la voie à une nouvelle cosmologie capable d'expliquer tout ce que la physique actuelle laisse dans l'ombre, notamment l'origine du Big Bang, peut-être ce qu'il y avait avant le Big Bang, la nature de la matière noire et de l'énergie sombre, dont on ne sait fiche trop rien en fait. Et donc, je vais conclure avec une phrase de Yann Mambrini qui dit, bien sûr, donc page 339-340 de son livre, bien sûr, il reste très difficile d'imaginer les conséquences d'une telle théorie unificatrice sans l'avoir sous les yeux, et c'est un peu frustrant. Nous pouvons pourtant en déduire quelques conséquences importantes. Dans un premier temps, un des 2 piliers de la physique fondamentale se fissurera, voire les 2. Le temps et l'espace de la relativité générale auront des aspects quantiques, avec toutes les conséquences vertigineuses que cela implique. Que signifieront, par exemple, la création à partir du vide, ou la désintégration
lorsqu'il faudra appliquer ces notions au temps et à l'espace. La physique quantique, quant à elle, devra redéfinir une dynamique et des principes d'évolution dans un temps et un espace eux-mêmes quantifiés. Une interaction entre les deux, ça va changer notre façon de penser l'infiniment petit et l'infiniment grand. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si tout ça a été compliqué, j'espère avoir été à peu près clair. Alors, si vous voulez poursuivre ces réflexions, donc voilà, c'était ma base ce soir. Le livre de Yann Mambrini, La Nouvelle Physique, chez Albin Michel. Maintenant, depuis 2 mois, vous pouvez le trouver pour 10 € en édition de poche, chez Albin Michel, collection Espace Libre. Alors, quelques conseils de lecture complémentaires. Oui, vient de sortir, alors, on a dit un peu de mal de lui ce soir, mais c'est quand même le plus grand génie scientifique du XXe siècle, vient de sortir en français la traduction de la biographie de Walter Isaacson, le biographe des génies, la biographie de Steve Jobs, lisez sa biographie de Elon Musk aussi, que j'ai lu, qui est remarquable, et Isaacson a fait une biographie de Einstein, qui est plus de 2 millions de lecteurs à travers le monde, qui est la nouvelle biographie de référence. Si vous voulez découvrir Einstein, vous pouvez regarder cette grande biographie à l'américaine, hyper détaillée, hyper érudite et en même temps hyper agréable à lire. Julien Bobroff, bienvenue dans la nouvelle révolution quantique. Bobroff est un excellent vulgarisateur aussi. Je vous le conseille, chez Champ Flammarion Sciences. Je vous ai apporté aussi à Carlo Rovelli, cet astrophysicien italien aussi, qui est un remarquable vulgarisateur, qui est l'un des initiateurs de la théorie de la gravité quantique à boucle. Et ici, je vous ai apporté son dernier, dans l'édition de poche, qui s'appelle Trou blanc. Et oui, il n'y a pas seulement des trous blancs, il y a des trous blancs. Alors voilà, je ne vous en dis pas plus, si vous voulez aller voir ce que sont ces petits frères des trous noirs, et bien vous pouvez lire, toujours dans cette excellente collection Champ Science, et toujours dans cette collection, mais vous allez finir par croire que j'ai des actions dans cette collection, mais non, je ne vous rassure pas du tout, mais vraiment vous pouvez lire tout ce qui sort dans cette collection, c'est absolument remarquable en termes de vulgarisation scientifique. Alessandro Roussel, Les grandes lois de l'univers, de la gravitation aux particules quantiques. Alors lui, il a créé une chaîne YouTube qui a eu un peu plus de succès que moi, puisqu'il a 7 millions d'abonnés, je crois. Vous pouvez aller voir, ça s'appelle Science et Clic. Et donc voilà, il a fait ce livre. Bon, c'est un diplômé en sciences, en physique, mathématiques et théorique. Et il a créé cette excellente chaîne YouTube Science Clic, à laquelle je vous incite à vous abonner, notamment tout ce qu'il fait en cosmologie. Il montre des images des premiers instants de l'univers, de l'évolution et tout. C'est très tout son contenu est très intéressant. Et voilà, écoutez, je vous remercie. Donc je vous rappelle, page Facebook Université Populaire d'Issy-les-Moulineaux, la chaîne YouTube à mon nom, Henri Monvalier. Vous pouvez retrouver les vidéos des conférences, les vidéos de mon actualité éditoriale, de mon activité. Et je vous donne rendez-vous le mardi 2 décembre pour la 4e et dernière séance, pour notre seconde rencontre avec Yann Mambrini. On aura encore une fois plein de questions à lui poser. Et à la fin, il y aura un verre de l'amitié suivi d'une séance de dédicace de ses livres. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci.